si vous discutez avec les gens qui travaillent dans les entreprises privées, c'est devenu l'enfer. Les financiers dirigent tout et c'est dirigé n'importe comment, quoi. Et ça fait des catastrophes. Genre, premier exemple, Thierry Breton avec Atos. Voilà. Il a flingué Atos, il a pris des millions et des millions et des millions de stock options de Benoît Chapeau et il est parti. Parce qu'il faut bien comprendre que l'argent public sert à acheter, à faire baisser les taux d'intérêt, aussi des dettes de M. Arnault et des milliardaires. En fait, les dettes du CAC 40 ont été achetées par la Banque Centrale Européenne avec notre argent public. Bonjour tout le monde, nouvel épisode de Pas Content avec Tabibian, nouvel invité, c'est la première fois qu'il vient faire un passage de par chez nous et probablement pas la dernière fois. Bonjour Philippe Murer. Bonjour Greg Tabibian et bonjour à tous. Est-ce que pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, vous pourriez pour la première fois du coup vous présenter? D'accord, avec plaisir. Bon, moi je suis un citoyen tout à fait normal qui arrive en politique par le plus grand des hasards et en métapolitique. En gros, je voyais mon pays couler depuis les années 2003. J'avais vu que l'économie française allait se faire détruire. J'avais commencé à lire de mon côté Emmanuel Todt, Après l'Empire, de grands bouquins d'ailleurs, qui annonçaient ce qui allait se passer maintenant, après l'Empire. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut absolument que la France se protège, arrête de détruire son industrie, son agriculture. Et pour ça, il faut du protectionnisme intelligent. Faisons le premier sondage sur le protectionnisme intelligent. Et je me suis dit, réunissons pour l'occasion tous les économistes hétérodoxes, Emmanuel Todt, Jacques Sapir, Hervé Juvin, Jean-Luc Gréau, enfin, on avait une vingtaine d'économistes hétérodoxes. On a sorti ce sondage et puis on a convoqué la presse à la Maison de l'Amérique latine. Et chance incroyable, la presse a cru que j'allais dire que les Français étaient contre le protectionnisme. Donc, ils sont tous venus. On avait Le Monde, l'Expansion, l'Express, la Tribune, tout le monde, 40 dans la salle. Comme ils étaient tous là, en croyant qu'on allait leur dire, révéler que les Français étaient contre le protectionnisme, ils sont tous venus. C'est vraiment un quiproquo. Et ils ont tous été obligés de faire un papier. Et en fait, c'est là où j'ai rencontré Emmanuel Todt, Sapir et tous les autres. Pierre-Yves Rougeron aussi, que vous connaissez bien, du Cercle Aristote, juste après ça. Puisque tout Paris était content, enfin, qu'on ait fait ce premier sondage. Et les Français, d'ailleurs, étaient à 70% pour le protectionnisme. 70%, d'accord. Alors qu'on fait, depuis 13 ans, une politique de plus en plus libre-échangiste à l'opposé de ce que veulent les Français. Ce qui montre d'ailleurs, mais ça étonnera personne, que la caste fait absolument le contraire de ce que veulent les Français dans tous les domaines. Voilà. Presque, ouais. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai rencontré Pierre-Yves Rougeron, qui est devenu un grand ami, tout de suite d'ailleurs, coup de foudre intellectuel. Et puis après... à un moment donné, s'est posé la question. Donc, je suis rentré au Front National qui défendait exactement nos idées, sortie de l'euro, souveraineté nationale, protectionnisme. Le Front National, du coup, de quelle époque? 2014. 2014. Et j'ai fait toute la campagne avec Marine Le Pen, Jean-Marie, Marion et tous les autres, Florian Philippot, etc. Et puis, je suis devenu assistant parlementaire de Marine et conseiller économique de l'autre côté, conseiller sur l'écologie. Voilà, et je suis resté pendant 3 ans. C'était sympa. On avait quand même un bel outil qui allait dans le bon sens. Problème, c'est qu'en 2017, après le ratage du débat du deuxième tour, finalement, une partie du Front se révolte et dit, on va abandonner la souveraineté nationale, quoi. Ça nous permettra de virer Florian Philippot du Front aussi, et puis d'être tranquille et de pas trop travailler, parce que c'est plus facile de pas parler de souveraineté nationale et d'être avec les journalistes. Alors souvent, on est attaqué en disant, vous voulez détruire l'Europe, vous voulez en sortir. Je veux pas sortir de l'Union européenne, parce que quand on est à la table des négociations et qu'on est en train de gagner la partie, on ne quitte pas la table des négociations. Parce que pour vous, c'est vraiment l'échec pour vous, de votre expérience, de ce que vous avez vu en étant à l'intérieur, c'est l'échec de Marine Le Pen lors de son débat face à Emmanuel Macron qui pousse à l'abandon de la ligne souverainiste au Rassemblement national. Exactement, ça lui crée une fragilité. Et tous les gens qui sont au RN, qui sont derrière, qui comptent, sauf Florian Philippot, moi-même et quelques autres, pousse à dire, tu as raté ton débat, donc maintenant, tu arrêtes la ligne souveraineté nationale. D'accord. Donc, voilà. Et donc, tu vires Florian Philippot. Ça ne semble pourtant pas être un problème de ligne. Non, c'était pas un problème de stratégie. Ligne. C'était un problème de travail. En fait, elle n'avait pas travaillé. On lui avait dit qu'il fallait travailler pendant 2 jours le débat. On lui avait remis toutes les fiches. Elle avait toutes les fiches sur l'économie, tout ce qu'il faut pour bien bosser et puis planter Emmanuel Macron, être meilleur sur le débat. Mais elle l'a pas travaillé parce qu'il y avait absence d'organisation, etc. Et c'est pour ça que le débat est planté. C'est pour ça que derrière tout change, quoi. Comme quoi les choses basculent en politique assez sur vite, des coups de dés, sur des choses complètement idiotes, quoi. Complètement idiotes.
C'est ce qui est compliqué en politique. Et derrière, donc Florian Philippot part. Moi, je pars le même jour. Quoi. Voilà. On fait d'ailleurs en juillet, on fait un conseil national avec 40 personnes. C'est un conseil élargi en fait avec 40-45 personnes où il est acté que voilà, tout le monde met la pression, sauf Florian, Damien Philippot et moi-même, qui sommes contre, pour abandonner la ligne progressivement et rentrer dans un truc plus classique. On reste dans l'Union européenne et on va régler les problèmes. Donc, une contradiction totale, puisqu'on a dit pendant des années, ce qui était vrai, dans l'Union européenne, on ne peut rien faire, on ne peut pas arrêter les flux d'immigration, on ne peut pas redresser l'économie, l'agriculture, et d'un coup, le discours se met à changer petit à petit. Mais ça, étant donné le caractère fallacieux du prétexte, ça veut bien dire qu'il y avait quand même une majorité de gens qui étaient déjà dans l'appareil, dans l'outil Front National, qui attendaient la moindre occasion pour pouvoir sortir de cette ligne, souverainiste. Quoi. Oui. Ça paraît bizarre de tirer ça. Par flemme. Ouais. Parce qu'en fait, quand on est sur la ligne souverainiste et on dit on va changer de système, on sort de l'Union européenne et on reconstruit le pays, là, il faut bosser. Parce que là, vous avez toute la place de Paris, les journalistes contre vous, qui vous agressent de questions qui étaient beaucoup plus dures avant 2017 que maintenant. Regardez avant l'émission, c'est vrai. Regardez les interviews. Déjà, Marine Le Pen, etc., elle était déjà à 20-22%. Ouais. Elle avait 1 ou 2 interviews dans un petit média par semaine à l'époque. Moi, je regardais toutes les vidéos de Marine et des autres. De toute façon, c'était pas long. Il y en avait pour un quart d'heure par semaine. On n'avait quasiment aucune place. Effectivement, vous avez vu la différence. Déjà, quand elle renonce à la sortie de l'Union européenne et à la souveraineté nationale, les journalistes cachent ce fait aux Français. Donc, tous les médias font comme si la ligne n'avait pas vraiment changé. Alors que là, on part sur l'union des droites et des trucs complètement idiots. Et puis ensuite, petit à petit, ils sont beaucoup plus sympathiques avec Marine Le Pen, qui devient une alternative possible, comme ça l'est aujourd'hui. Jusqu'au moment où j'entends sur France Inter Jordan Bardella pour la campagne électorale des européennes de 2019, et le journaliste qui dit bonne chance pour votre campagne, Jordan Bardella. Là, je me suis dit, il y a un truc qui a changé. Hein. Le Front National est vraiment un parti accepté par le système. Bonne chance. Bonne chance. Si vous voulez un coup à boire, comment ça va en ce moment? C'est pas des. Alors qu'avant, c'était des boules puantes permanentes dès qu'on passait dans un média. On nous expliquait tiens, il y a un militant qui est raciste du Front National. On l'a vu, raciste, et on vous posait une question là-dessus, ce qui est extrêmement gênant. Mais ce qui n'est absolument pas la faute du Front National, c'est un militant raciste. De la même manière, il peut y avoir un militant raciste aussi, d'ailleurs chez Macron, ou raciste de classe plutôt. C'est plutôt ça. Donc voilà. Donc je suis, à ce moment-là, j'ai continué à travailler avec Florian Philippot, et là, depuis 5 ans, moi, je me bats pour l'union des souverainistes. Bon, ça a l'air compliqué, mais parce que je ne pense qu'il n'y a que ça qui sauvera la France, c'est si on se met au service de la France, tous, et qu'on se réunit, puisque tous les souverainistes, de toute façon, sont à peu près tous gaullistes, que ce soit Kuzmanovic, Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan, qu'on peut se réunir sur une ligne de référendum sur l'Union européenne, et qu'à ce moment-là, on aura les équipes pour faire un carton. Puis, c'est ce qu'attendent les gens, quoi. Voilà. Donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. Et donc, j'ai sorti plusieurs bouquins. Scénarii. Là. Alors, transition écologique, comment la réussir? Comment réussir la transition écologique? Un défi passionnant. Et le dernier, sortir du capitalisme du désastre. Exactement. Avec un joli McDonald's dessus. Non, c'est pas McDonald's, mais ça, vous avez trouvé que ça y ressemble, mais c'est pas McDonald's. Mais qu'est-ce que c'est? Ça y ressemble. Ça y ressemble, voilà. Mais c'est l'idée. C'est pour donner une idée, une symbolique. Légalement, c'est pas McDonald's. Et sachant que j'en avais fait 2 autres, j'en avais fait un autre sur la transition énergétique, une énergie moins chère, 1 million d'emplois créés chez Fayard en 2014, et un autre qui était scénario de sortie de la zone euro avec Jacques Sapir pour la fondation de Chevènement Respublica, pour montrer comment on sortait de la zone euro et qu'est-ce qu'obtiendrait la France dans ces cas-là, quoi. Qui est gratuit d'ailleurs sur Internet, celui-là. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui nient votre constat, qui est que la France va à la catastrophe économique? Qu'est-ce que vous entendez par catastrophe économique? Dans quelle proportion? Pourquoi on y va? Quels sont les faits, les données indiscutables qu'on peut donner aux gens? À quoi c'est dû cet effondrement à venir? Et est-ce qu'il est dans le temps prévisible ou pas? Parce qu'encore une fois, ça fait 40 ans qu'on nous le promet. Alors, ça fait 40 ans qu'il arrive. Déjà, c'est pas la France, c'est l'Occident dans son ensemble. Oui. D'ailleurs, le bouquin n'est pas inintéressant. Là, en tout cas, ce qu'en dit Emmanuel Todd, c'est la défaite de l'Occident. Et nous sommes en train d'être dans une décadence de l'Occident, c'est très clair. D'ailleurs, il est à tous les niveaux. On va parler d'économie. Oui, quand on voit la dégradation de l'éducation nationale qui est extrêmement inquiétante, quand on voit la dégradation de l'insécurité et la violence, le niveau de violence en France, c'est très inquiétant. Il y a les problèmes des flux d'immigration qui ne se résolvent pas et donc qui empirent, même qui s'accroissent alors que les Français sont contre.
qui est en train de cliver la société de façon complètement inutile en plusieurs communautés. Alors que normalement, nous sommes une communauté nationale. Il y a aussi le problème des systèmes de soins, de tous les services publics, de l'économie, du social, de l'énergie. Enfin, tout est en train de partir en vrille. Ça, c'est clair. Mais pourquoi? Parce qu'on a une caste au pouvoir, en fait, qui est complètement incompétente. C'est un petit peu la phrase de Chateaubriand. Hein. Au début, l'aristocratie a subi 3 phases. La première phase, c'est l'âge des supériorités. Ensuite, l'âge des privilèges. Et à la fin, c'est l'âge des vanités, quoi. Donc, sortie du premier, elle dégénère dans le second, l'âge des privilèges, et elle s'éteint dans le dernier, l'âge des vanités. On est rentré dans l'âge des vanités? Complètement. On a des gens d'une arrogance folle, alors qu'ils conduisent la France au chaos, et tout le monde voit qu'ils sont d'une nullité incroyable. Ce qui explique d'ailleurs toute la censure. Ils sont ridicules sur Twitter, qui est un réseau relativement libre. Quand un ministre parle, il a 30 retweets et il a 200 réponses de gens qui sont parfois des insultes, mais très souvent des réponses tout à fait adaptées. Oui, mais tu dis n'importe quoi, cher ministre, parce qu'en fait, ça. Donc, on voit qu'ils sont d'une nullité incroyable. Là, il y a un journaliste qui a posé la question à Prisca Thévenot, qui faisait une conférence de presse en déroulant ses éléments de langage. Et il a posé la question, c'est un journaliste indépendant, Frédéric Algouy, qui a posé la question aujourd'hui. Donc, vous n'arrêtez pas de parler du problème russe et des Russes, le danger russe, mais est-ce que vous avez enquêté et qui est-ce qui a explosé le gazoduc Nord Stream qui pose des problèmes énormes à l'Europe aujourd'hui? Est-ce que vous avez une liste des suspects? Et là, c'était parti dans le vide intégral, intersidéral. Elle pédalait avec ses éléments de langage, quoi. Je voudrais revenir sur l'interview accordée par Stéphane Séjourné à Ouest France, dans laquelle il déclare, donc, dans le cadre de la stratégie sécuritaire de l'UE, je cite, « Ce sera l'OTAN et l'Europe, les Européens ont besoin d'une deuxième assurance vie ». On comprend que sa réflexion est dirigée par l'hypothèse d'une attaque de la Russie contre la Pologne, hypothèse que visiblement la France juge crédible, mais qui en l'état n'est que ça, une hypothèse. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il définit les enjeux sécuritaires de l'UE uniquement par ce prisme et n'évoque à aucun moment le sabotage de Nord Stream. Or, vous le savez aussi bien que moi, le sabotage de Nord Stream, on n'est plus dans le domaine de l'hypothèse, c'est un acte de guerre avéré qui a visé les intérêts stratégiques vitaux de l'Union européenne. Il n'y a qu'à voir l'état aujourd'hui de l'industrie allemande. Ma question est donc la suivante. La Russie est-elle à vos yeux la seule menace pour l'Union européenne? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a autre chose qui est en train de se jouer sur le continent aujourd'hui, dont le sabotage de Nord Stream est l'expression? Est-ce que nos démocraties aujourd'hui sont fragilisées? Oui. Je pense que oui, ça serait complètement vivre dans une grotte que de dire le contraire. Est-ce qu'il y a un sujet extrêmement important à l'endroit de la Russie? Oui, aussi. Maintenant, d'autres fragilités apparaissent et on peut le voir depuis tout à l'heure, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées à cet endroit. Mais je rappellerai juste aussi qu'il y a récemment, et d'ailleurs ça a été rappelé hier, des atteintes d'ingérence numérique qui ne sont pas niées à regarder rapidement. Typiquement, il y a... J'entends bien le point sur la Russie, j'entends bien que vous considérez la Russie une menace, mais qu'en est-il de Nord Stream en fait? Qu'en est-il de Nord Stream? Je pense que les sujets avaient été abordés à ce moment-là. Mais en fait, quelle est votre question? C'est que c'est pas que la Russie? Ma question, c'est est-ce que vous avez une liste de suspects dans l'attaque de Nord Stream? C'est-à-dire que la Russie... Je n'ai pas une liste de suspects à vous soumettre. Vous avez aucune liste de suspects? Je n'ai pas une liste de suspects. Allez-y. Vous ne savez pas du tout qui a pu réaliser le sabotage de Nord Stream? Vous n'avez pas de suspects en tête, quoi. Je n'ai pas une liste de suspects à vous soumettre aujourd'hui. D'accord, mais vous réfléchissez quand même à la question. Et aujourd'hui, moi, ce qui me dérange, c'est quand je vois cette interview-là, on a l'impression qu'on ne définit les enjeux sécuritaires de l'UE que vis-à-à-vis de la Russie. Alors qu'on a subi une attaque. On a subi une attaque. Aujourd'hui, l'industrie allemande, elle est en train de s'effondrer, notamment à cause du sabotage de Nord Stream. Vous savez, quand Stéphane Séjourné, qui a justement porté énormément ce sujet avec le président de la République, est missionné sur ce sujet par le président de la République lui-même, de l'Europe de la défense. C'est bien pour se garder, se protéger d'un certain nombre de sujets. Je ne vais pas vous faire une liste aujourd'hui. Intéressant de savoir qui a saboté Nord Stream quand même. Vous avez peut-être tout le monde a une idée en tête. Si vous regardez la Chine, la Russie, ils pensent que c'est les États-Unis. Si vous regardez l'Allemagne, ils pensent plutôt que c'est des saboteurs ukrainiens. Mais quel que soit le cas, que ce soit les États-Unis, à ce moment-là, il faudrait qu'on considère, qu'on leur pose la question quand même. Pourquoi est-ce que le pays qui dirige l'OTAN nous aura attaqué? Et pourquoi est-ce qu'on confierait les clés de la sécurité européenne à l'OTAN dans ce cas-là? Mais si c'est l'Ukraine, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on donnerait 60 milliards d'euros à l'Ukraine s'ils nous ont attaqués sur notre territoire? Vous voyez ce que je veux dire? On ne devrait pas soutenir l'Ukraine?
S'il s'avère que c'est l'Ukraine qui a fait sauter Nord Stream, ça me semble Je pense intéressant. que ne pas soutenir l'Ukraine, c'est pas simplement l'Ukraine pour l'Ukraine. Oui, c'est important de soutenir un pays qui est attaqué dans sa souveraineté, mais c'est aussi rappeler qu'on n'est pas si éloigné que ça. Et en fait, qu'il y a une volonté, il y a une vraie volonté de déstabiliser. Je vous laisse parler. Oui, d'accord. Non, mais je vous laisse. Non, J'essaie de vous répondre, mais pas Oui, de oui, non, mais j'entends. Mais donc aujourd'hui, vous n'avez pas de suspens en tête, vous n'êtes pas... Mais si vous avez des noms à me donner, Mais tout le monde a des noms, le monde entier a des noms. Enfin... Ah, d'accord. Ah, vous en avez pas, bon. Donc on a des gens qui sont extrêmement corrompus, extrêmement nuls. Pourquoi ils sont nuls? Ça, c'est un peu important de le préciser. Et j'ai fait la campagne pour Marine Le Pen pour des élections présidentielles. Donc c'est moi qui allais voir l'UMM, donc l'Union du patronat de l'industrie, plutôt de bon niveau d'ailleurs, et toutes les corporations. Et qui m'affrontaient aux candidats dans différentes conférences, parce que la présidentielle, il y a énormément de choses organisées. Donc avec les candidats de Macron à l'école des mines, de LFI, de DLR, etc. Et oui, j'avais déjà constaté une grosse nullité en 2017, notamment des candidats du système. LFI bossait à cette époque-là, ça c'est clair. Mais le système ne bossait plus. Et en fait, c'est très simple, c'est qu'en fait, comme l'Union européenne décide d'énormément de sujets, de la grande majorité des sujets, on a des gens qui ne font que du théâtre politique. Les gens du système, les politiques du système, les macronistes, les LR, sont obligés en fait juste de donner les éléments de langage de l'Union européenne. Donc on va faire un marché européen de l'électricité, ça fait doubler le prix, mais c'est pas grave. Et donc ils n'ont plus aucune idée personnelle pour la France, c'est l'Union européenne pour eux qui a la manœuvre, et ils déroulent les éléments de l'Union européenne. Donc ils ne réfléchissent plus, ce qui explique la nullité et aussi la corruption. Parce que quand en fait on ne dirige plus en termes de haut pouvoir, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est prendre de l'argent, prendre de la thune. Là où il y en a. Et la corruption, là où il y en a, puisque le métier n'a plus aucun intérêt. Alors, j'ai un peu digressé, désolé. Non, mais c'est intéressant. Digresser, maintenant, c'est quoi cette catastrophe qui vient? Alors, c'est vrai que ça fait 40 ans que ça arrive. 40 ans, on nous dit le cours du dollar va s'effondrer. Moi, je me souviens, j'ai regardé les vidéos d'Olivier Delamarche en 2012, il disait dans 6 mois, c'est fini là. Reprenez vos euros. Ça, c'est Olivier, il exagère un peu, mais bon, il se trompe pas trop non plus. Non, mais il exagère bien un peu. sûr, on le salue. Il exagère un peu Sûr. sur les sujets, mais ce qui est vrai, c'est vrai ce qu'il disait. À cette époque-là, on disait les États-Unis n'ont aucun intérêt à militariser le dollar, à mettre des amendes gigantesques à BNP, par exemple, de 10 milliards de dollars, en prétextant que BNP a fait une opération qui est illégale selon le droit américain, tout en le faisant de France. Militariser le dollar et utiliser le droit international pour cela, ou alors militariser le dollar pour nous piquer Alstom, pour forcer à piquer Alstom. Bon, Macron s'est laissé faire, il pouvait l'interdire, il avait le droit de l'interdire là-dessus. Il y avait une loi qui avait été votée pour ça, mais il a laissé faire de militariser le dollar sur tous les sujets. Eh bien, en fait, derrière, qu'a dit Poutine à sa conférence qu'il a fait avec Tucker Carlson? Puisque les Américains militarisent le dollar, eh bien, on va essayer de ne pas utiliser le dollar avec la Chine, les BRICS, donc les pays de l'avenir. 4 milliards d'habitants. Voilà. Et donc, effectivement, le dollar est en risque de perdre son statut de monnaie de réserve, puisque personne n'a envie d'utiliser une monnaie de réserve qui est militarisée, sur laquelle on peut vous saisir les avoirs comme en Russie de 300 milliards de dollars. Vous n'allez pas mettre votre argent dans le dollar pour vous faire voler vos avoirs. Donc, c'est un risque majeur que prennent les Américains. Ceci dit, comme le dollar est monnaie de réserve depuis combien? 1945, donc depuis 80 ans. Effectivement, ça prendra probablement 10 ans pour se faire, 10, 15, 20 ans pour se faire, pour qu'il perde son statut de monnaie de réserve. Mais la catastrophe économique, elle est là. Ce que j'explique dans Sortir du capitalisme du désastre, en fait, la croissance était à 3-4% par an dans les années 70. Là, on parle de la France. France, mais tous les pays européens, en fait, et les États-Unis. Ensuite, on est passé sur un rythme de plutôt 2%, années 80-90. Ensuite, 1%, et aujourd'hui, on est à 0. Quasiment à 0 partout, sauf aux États-Unis, mais avec une croissance de la dette explosive. La dette publique, elle était à 30%, elle était à 7% en France en 1973. 7% du PIB. 7% du PIB, rien, quasiment nul. Elle était à 20-30% aux États-Unis, en Allemagne, etc. Et puis maintenant, elle est partout, autour de 100-120%. Elle a explosé partout. Mais quand une dette, alors peut-être il manque des notions d'économie élémentaires, mais quand on a 100% de dette, normalement, c'est une faillite. Alors, Pourquoi il n'y a pas? L'État ne peut pas faire faillite. D'accord, c'est un mythe, ça. C'est un mythe. L'État, théoriquement, la France. Quand il n'y a plus d'argent, il se passe quoi pour un État alors? La France n'a pas fait faillite depuis 200 ans.
L'Allemagne a fait 3 fois faillite depuis 200 ans. C'est ce que j'avais balancé d'ailleurs sur Arte avec grand plaisir à l'émission 28 minutes quand un journaliste allemand passait son temps à me donner des leçons d'Allemagne, d'économie Vous allemande. foutez rien, les Je lui ai dit, Français. écoutez, monsieur le journaliste allemand, vous êtes bien gentil, mais vous avez fait 3 fois faillite depuis 200 ans, les Français 0 fois. Même en 40, on n'a Donc- pas fait faillite. Donc vos conseils, on n'en a pas besoin. Parce que c'est la réalité des choses en plus. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, l'État, imaginez, Greta Bibian, que vous êtes l'État. Ok. En fait, vous avez Ah, la Banque je de sens France. Ouais. Vous avez la Banque je me de sens France. mieux. Et en fait, vous faites des dépenses totalement inconsidérées. Ah, là, je Partir dans visualise. des hôtels de luxe, Ouais, ok. partir à l'autre bout du monde, Ouais. et vous gérez pas votre budget. Acheter des caméras qu'on peut pas utiliser. Ouais, je vois Exactement. l'idée, ouais. Acheter un matériel incroyable, des très jolies femmes qui viennent servir à table pendant... Voilà, Bah, elles sont pas là, hein. Ils regardent par là, mais c'est au hasard. Hein. Et donc, voilà, faire absolument n'importe quoi, et bien à ce moment. Et donc, vous vous retrouvez avec une dette de 500 000 euros, 1 million d'euros. Mais vous avez une chance, vous avez une machine à imprimer les billets dans la cave. Et vous avez le droit de vous en servir. Bah, vous imprimez les billets et vous remboursez l'argent que vous avez dépensé en trop et votre dette, qui est Oui. gigantesque. Eh bien, la France, c'est pareil. Tout État, c'est pareil. C'est-à-dire que l'État français dispose de la Banque de France qui a le droit d'imprimer des billets. Alors, on va supposer que c'est des billets papier. Mais finalement, maintenant, c'est électronique, ce qui revient exactement au même. Donc, si l'État fait 100 milliards de déficit, il peut imprimer 100 milliards pour rembourser effectivement à ses créanciers toute la dette dont qu'il a besoin de rembourser. Donc, l'État ne peut pas faire faillite. Par contre, ce qui va se passer, c'est que quand sa dette est gigantesque, il va imprimer tellement de billets qu'à un moment donné, il y aura de l'inflation qui va sortir. Parce qu'il y a de l'argent supplémentaire qui va être sans arrêt envoyé dans le marché. Donc, l'argent, son prix va baisser. Et elle baisse comment? Par l'inflation. Donc c'est ça, la fameuse inflation. Mais juste une En petite partie. parenthèse. On peut, aujourd'hui, la Banque de France peut imprimer ce qu'elle veut. La BCE a pas... Parce qu'on disait juste avant, c'est l'Europe qui décide de tout. C'est vrai. Et pourtant, l'État français a encore le droit d'imprimer des euros comme il veut. Il le fait Si avec... demain la Banque de France veut imprimer 8 000 milliards d'euros de billets, ils peuvent. C'est la BCE qui dirige. Quand il y a eu la crise énorme de la zone euro, l'Italie au tapis, la Grèce dont le PIB a baissé de 25%, le chômage qui était à 50%, les ventes de détail qui ont baissé de 50% en Grèce, et donc toute la zone euro qui était prête de partir en faillite. L'Italie était au bord de la faillite. Les taux étaient à 7% sur la dette italienne, alors qu'ils étaient à 0 en Allemagne. L'Italie est passée vraiment à 2 doigts de la faillite. D'ailleurs, l'Union européenne, on se rappelle, a viré Berlusconi à ce moment-là. Vraiment un vrai coup d'État pour mettre une espèce de serpillière bureaucrate à la tête de l'État italien, hein, ce qui montre le danger qu'il y avait. Qu'a fait l'Union européenne à ce moment-là? Elle s'est mise à acheter de la dette publique. C'est-à-dire qu'elle a émis des billets, et avec ces billets, elle a acheté des dettes des États français, italiens, allemands, de tous les pays de l'Europe. Donc, elle a fait baisser les taux d'intérêt sur la dette à 10 ans à 0. Donc, en fait, les États sont mis à emprunter à 0%. Évidemment que dans ce cas-là, vous ne risquez pas la faillite. Hein. Si vous empruntez à 0%, il n'y a aucun problème. N'importe qui peut emprunter à 0% et acheter ce qu'il veut. Surtout qu'en plus, on peut rouler la dette. Imaginez, vous pouvez acheter un bien magnifique à Paris ou ailleurs pour 3 millions d'euros à 0%. Vous avez 0% d'intérêt, puis vous repoussez votre dette ad vitam aeternam. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, c'est ça qu'a fait la Banque Centrale Européenne. D'ailleurs, la Banque de France doit détenir à peu près 20% de la dette publique française, comme la dette publique, pareil pour la dette publique italienne. Et là, on arrive à quelque chose d'intéressant. C'est qu'en fait, la Banque de France, une fois qu'elle a racheté cette dette-là, elle peut l'annuler. Parce que la Banque de France, appartenant à l'État, elle a acheté, elle a fait ce qu'elle veut. elle a acheté, elle peut annuler. Okay. Elle peut annuler 20% de la dette. C'est pour ça que la dette publique n'est pas un danger. La dette publique à la France peut être immédiatement baissée de 20% par ce mécanisme-là. Si on la baisse, il reste quand même 80% de dette, quoi. Ah oui, mais enfin, c'est déjà beaucoup moins. Là, on revient vers des trucs pas mal. La dette publique du Japon, par exemple, la moitié a été achetée par de l'impression de billets par la Banque centrale japonaise. Donc, en fait, la dette est à 300% du PIB, pratiquement. Mais en fait, elle est réellement la moitié, 150%, puisque tout peut être annulé à tout instant. La Banque de France, il faut comprendre que c'est quelque chose, une entité absolument extraordinaire, comme toutes les banques nationales. Elles n'ont aucun problème de bilan, puisqu'elles ont la machine à imprimer les billets dans la cave. Ouais. Donc, c'est un statut particulier. Après, ça pose un problème, évidemment, parce que comme la monnaie, c'est de la confiance, si vous mettez trop de monnaie, ça fait baisser la confiance dans la monnaie, donc ça fait dévaluer la monnaie, ce qui veut dire que l'inflation commence à monter. Ce n'est pas la seule cause de l'inflation, mais c'en est une. En tout cas, ça dit une chose, ce n'est pas une bonne idée de se mettre d'avoir une dette publique très élevée parce qu'on a une mauvaise gestion économique, une mauvaise croissance économique principalement, mais c'est quelque chose qui est sauvable. Il ne faut pas croire que c'est la fin du monde. Dernier exemple, la dette publique de la France, c'est 190% du PIB en 1945.
190% du Ouais, PIB. donc elle est 2 fois, pratiquement une fois et demie à 2 fois plus grande qu'aujourd'hui. Ah ouais. Alors que les usines sont détruites, tout est détruit en Ouais. France. Les Allemands ont piqué des usines pour les amener en Allemagne pour l'économie de guerre, etc. Beaucoup de choses sont détruites. Que fait la France? À ce moment-là, De Gaulle prend la décision. C'est écrit dans ses mémoires de guerre. Mendès France veut faire de l'austérité. De Gaulle dit non, on ne va pas faire de l'austérité, on va faire redémarrer la croissance. Et la dette se remboursera comme ça. Ils font redémarrer la croissance. On a 3 décennies de croissance. La dette publique, elle passe de 190% à 7% du PIB. Ah, je sens que c'est Giscard qui a foutu le bordel. Ouais, disons que c'est la partie. Après, on verra après. Ouais. Disons que, vous voyez, on passe pratiquement de 190% du PIB à 7%. Donc la dette publique, on sait la gérer intelligemment. C'est pas un sujet, on peut savoir la gérer, même si on le reprend dans des mauvaises situations. Et il a fait ça tout en créant la sécurité sociale, tout en créant l'éducation nationale, l'école de masse pour tous les Français. Il a un très bon niveau et en mettant l'eau potable, en faisant les centrales électriques, en développant l'économie française, quoi. Voilà. Il faut bien comprendre, il faut arrêter de se dire l'économie, c'est juste une photo. En fait, l'économie, c'est soit on se rentre dans des cercles vertueux, c'est toutes les 30 glorieuses, soit on passe dans un système économique, c'est le néolibéralisme, on passe dans des cercles vertueux. C'est ce qui nous arrive depuis 50 ans. Donc, on a de moins en moins de croissance, de plus en plus de dettes, de plus en plus de pauvres, de plus en plus d'inégalités. C'est un choix voulu et assumé des élites de passer là-dessus. Alors moi, tous les 10 jours, j'ai un monsieur qui s'appelle Bruno Le Maire, il vient à la télé et il m'explique que, en fait, l'économie française va très bien. Enfin, pas qu'elle va très bien, il n'oserait pas, mais déjà que les Français n'ont jamais été aussi riches, qu'ils n'ont jamais eu autant de pouvoir d'achat, que la France serait le premier d'Europe sur au moins 4 ou 5 sujets qu'il arrive à nous sortir économiquement, ça. Est-ce que c'est quoi? Il se fout de ma gueule, il ment, il donne des mauvais chiffres, ou alors il renomme les choses. C'est-à-dire, comment est-ce que, aujourd'hui, l'État arrive à nous faire croire que ce n'est pas aussi grave, que ce que vous avancez, en fait? En fait, il n'y a plus de croissance en France. On est quasiment à zéro croissance depuis 4 ans. En Allemagne, c'est depuis 7 ans. Voilà. Et il n'y a plus de croissance dans l'Europe, qui est le trou noir de la croissance mondiale. Par contre, ils ne vous présentent pas les chiffres comme ça, ils vous les embellissent, ils vont prendre un trimestre mauvais, un trimestre bon pour dire que tout va bien, et puis ils vous expliquent qu'en 2022, avant l'élection présidentielle, que c'est bientôt les 30 glorieuses. Alors qu'on voit plutôt qu'on part dans un truc de plus en plus dur pour les gens. Les gens le voient. Par contre, il y a quelque chose que je n'ai pas expliqué. La clé de la prospérité de tout le pays, c'est l'industrie. Pourquoi? Parce que l'industrie, c'est là où il y a des gains de productivité. On ne peut pas imaginer de société économiquement performante qui ne se base pas sur le modèle industriel. Non. Donc, tout notre fantasme de dire on va faire des pays modernes, c'est-à-dire des pays de services, ça n'aurait jamais pu marcher. Ça ne peut pas marcher. En fait, il y a un seul type de service qui s'apparente à l'industrie, c'est l'Internet. Parce que c'est scalable, mis à l'échelle. Vous faites Google ou Windows ou Microsoft Office, en fait, si vous le distribuez à 1 million de personnes ou à 1 milliard de personnes, c'est le même coût. Vous voyez, il y a des gains de productivité exponentiels. Donc, vous pouvez bien payer les gens et donc, ça crée de la dynamique et de la richesse partout. L'industrie, on le voit quand on fait, ce que je montre dans mon bouquin, Sortir du capitalisme du désastre, quand vous faites un graphique avec le PIB par habitant, donc la richesse par habitant, pour ramener à la taille de la population. Et la production industrielle par habitant, c'est une droite. Tout en haut de la droite, vous avez la Suisse, qui a 2 fois plus d'industrie de la France, 2 fois plus de PIB par habitant que la France. Voilà. Vous avez ensuite le Japon, la Corée du Sud, etc. ensuite, et puis Canada, et puis après vous tombez sur le groupe avec les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, puis après vous continuez, puis vous tombez sur les pays du tiers-monde. Et c'est une droite, quoi, vraiment, avec un coefficient de corrélation de 96%. Ah ouais. Absolument parfait, quoi. C'est un économiste industriel, Didier Sicard, qui m'a donné cette idée. Je l'ai trouvé sur un blog sur Internet. J'ai refait les calculs et c'est absolument exact. Donc, c'est l'industrie qui est le cœur des choses parce que dans les services, il y a très peu de gains de productivité, à l'exception des services comme les progiciels ou l'Internet. Et donc, le coiffeur ou le restaurateur qui vous fait un repas, il prend quasiment autant de temps qu'il y a 300 ans. Les gains de productivité ont été très courts pour le coiffeur. Il met toujours une demi-heure pour faire une coupe. Donc, s'il gagne plus d'argent, c'est parce qu'en fait, il y a plus de biens produits dans l'industrie. Et finalement, le coiffeur en France gagne bien sa vie, contrairement au coiffeur, je ne sais pas, d'un pays extrêmement pauvre, du tiers-monde, parce que le reste, il y a beaucoup d'industries, il y a beaucoup de richesses en France, et le coiffeur en touche une part. De la même manière, l'avocat gagne bien sa vie en France, alors qu'il ne fait pas forcément un meilleur boulot qu'un avocat d'un pays du tiers-monde, uniquement parce que c'est l'industrie qui permet de créer de la richesse qui est redistribuée au service. Donc l'industrie, c'est la clé. Abandonner l'industrie comme l'ont fait nos élites avec l'ouverture au libre-échange avec les pays à bas salaire, c'est la cause de la destruction des économies occidentales.
Donc, avec tous les pays qui ont vu leur croissance baisser de façon absolument gigantesque. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le déficit et la dette publique ne sont que la conséquence de cette destruction de la prospérité. Comme il n'y a pas de prospérité, que font les gouvernements français, américains, etc. Ils relancent par du déficit public. Ils balancent 200 milliards d'euros pour acheter des commandes publiques militaires ou dans d'autres secteurs, ou pour donner de l'argent à des gens qui n'ont pas d'argent, ce qui fait qu'ils créent de la croissance de façon artificielle. Là, les États-Unis ont de la croissance, mais le déficit public, c'est 7% du PIB. La dette publique américaine, c'est 125% du PIB. Donc, ça a largement dépassé la France. C'est en train d'aller vers l'Italie. Donc, ouais, il y a un vrai risque, parce que ça, on ne peut pas le faire à l'infini. À un moment donné, il faut corriger le tir. Et c'est toute la question, vont-ils corriger le tir ? Si c'est à ce point évident que réindustrialiser est la solution, pourquoi on ne le fait pas ? On ne le fait pas parce qu'en fait, le modèle idéologique, c'est que finalement, il ne faut plus de frontières pour rien. Ça, c'est le modèle, puisque les frontières, c'est les nations, et donc c'est mal parce que les frontières, les nations, Hitler. La guerre. Hitler. Voilà. Oui, Et c'est donc, le mot de Mitterrand. après la guerre, on nous a dit ça, c'est mal. Donc, il faut faire du libre-échange, pas de frontières. Donc, que tous les biens, il n'y ait plus aucun droit de douane. Je ne dis pas des droits de douane gigantesques, mais il n'y a même plus aucun droit de douane. C'est 2% les droits de douane de l'Union européenne avec le reste du monde. Et donc, on ne peut pas protéger notre industrie. Notre industrie automobile, si on ne la protège pas, l'industrie automobile électrique chinoise va peut-être la tuer. Si on la protège, on va la sauver, on aura nos sources de développement. Donc, il y a le libre-échange qui est voulu par les États-Unis, qui ont créé le capitalisme mondialisé et financiarisé. La mondialisation économique, c'est une volonté des États-Unis. Et la financiarisation, c'est une volonté aussi des États-Unis à partir des années 70. Et ce monde-là, les élites américaines le veulent coûte que coûte, même si ça détruit le pays. Ça enrichit les plus riches. Et puis, c'est leur logiciel idéologique. En fait, ce choix de la société de service n'est qu'un choix par défaut qui passe après une pétition de principe, une conviction idéologique qui est pas de frontières, quoi. Donc, on pense comment est-ce qu'on peut faire sans frontières, donc le service. Exactement. Et le patron d'Alcatel qui avait dit moi, je vais faire une boîte qui était le numéro 1 mondial des télécoms en 2000, qui était français. Il dit on va faire une entreprise sans usine. Donc c'était un peu ce fantasme, on va faire que du service, de la recherche, de la R&D, de la commercialisation, pas d'usine. Évidemment, Alcatel s'est complètement planté et s'est fait bouffer d'ailleurs par les concurrents chinois comme Lucent aux États-Unis, toutes les plus grosses boîtes de télécom. Mais si vous regardez, en fait, pourquoi moi je parle dans le bouquin de tiers-mondisation de la France ? Parce qu'en fait, vous avez un pays dont le profil type, il n'y a plus d'industrie. Les services publics se détruisent, ils vivent de tourisme et de petits boulots ubérisés. C'est quoi ? C'est exactement le schéma type d'un pays du tiers-monde. Voilà. D'où la tiers-mondisation de la France, ainsi que beaucoup d'autres pays européens, l'Italie, etc., et beaucoup d'autres pays européens. Tiers-mondisation, d'ailleurs aussi aux États-Unis, où finalement les Américains sont tellement ceux qui ne profitent pas du miracle américain, c'est-à-dire 90% de la population. Il faut comprendre que 90% des Américains n'ont pas vu leur salaire progresser, leur pouvoir d'achat depuis 1975. Sérieusement ? Ah ouais, quasiment zéro. Genre 7% en 45 ans. D'ailleurs, les Américains, ils disent, voilà, avant, une famille américaine moyenne, voire classe populaire, vivait bien en 1975 avec un revenu, le mari qui travaillait, la femme qui restait à la maison, qui élevait les enfants et qui faisait en sorte que la maison tournait. Eh bien, ils vivent plutôt moins bien en étant 2 salaires aujourd'hui. D'ailleurs, la population américaine est totalement... Mais en France aussi ou... En France, il y a eu des gains de pouvoir d'achat, pas aux États-Unis, dans la population. C'est-à-dire que les États-Unis sont différents. Quand vous faites partie des 10% de la population américaine, vous gagnez plus de 10 000 euros par mois, 10 000 dollars par mois. Donc vous êtes très, très privilégié. En France, les 10% de la population française, je crois qu'ils gagnent 3 500 euros par mois. Ok, on n'en est pas encore là. Beaucoup moins privilégiés. Il y a beaucoup moins d'inégalités en France qu'aux États-Unis. Mais à tel point que la population américaine, sous le prisme, je dois réussir, il y a le miracle américain, que font-ils à la fin ? Ils se suicident au fentanyl et à la drogue. Les Américains de plus de 50 ans, la mortalité explose et c'est des morts du désespoir parce qu'ils ne trouvent plus leur place, ils n'arrivent plus à vivre correctement et décemment. Il y a quand même 50 millions des Américains qui sont au food stamps, c'est-à-dire qui sont nourris par les bons alimentaires de l'État. Sinon, ils ne peuvent pas se nourrir, quoi. Donc, même si les États-Unis restent dynamiques, ils ont les GAFAM, ils ont Tesla, ils ont Nvidia, ce qu'on appelle les 7 magnifiques, les entreprises les plus belles du monde. Il y a une destruction de la société américaine parce que les élites en ont rien à foutre du peuple américain et l'écrasent avec le pied. Allô ?
so far, I hadn't seen any change. And that's sad. I done left this town here, I'd say about 15 or 20 years. Come back here and damn near everything, still the damn same. There's no jobs here. Like you can see, it's kind of run down. It's no jobs here. I would actually love to leave. Et sur la question que vous avez posée, alors moi je lis beaucoup ce que disent, ce qui se passe à Wall Street et notamment les financiers américains de Zero Hedge, très très bon site internet qu'on trouve sur Twitter, très très haut niveau. Wall Street le lit en entier, hein, donc les types de Goldman Sachs le lisent aussi, de Bank of America, etc. Et ils disent les statistiques sont complètement foireuses aux États-Unis. Là, ça va pas du tout. C'est-à-dire que là, ils montraient une liste des licenciements des très grandes entreprises américaines, 20 000 par là, 10 000 par là, 5 000 par là, et le gouvernement américain qui dit le chômage est en train de baisser et l'emploi est en train d'augmenter. Donc on a vraiment... Eux-mêmes le disent. Moi, je ne peux pas le dire, hein, je ne peux pas avérer la chose, mais ils peuvent le dire. Il y a un problème sur les chiffres aux États-Unis. Il y a un problème aussi sur les chiffres en France. C'est d'un autre niveau de trucage, on peut en discuter, mais il y a un vrai problème. Discutons-en. Parce que justement, alors là, vous venez de dire qu'en France, le pouvoir d'achat, contrairement aux États-Unis, avait plutôt augmenté. Bon, alors Bruno Le Maire a raison. Sauf sur les 10 dernières années. Donc Bruno Le Maire n'a pas raison. Non, il n'a pas raison. D'ailleurs, parce que Bruno Le Maire dit que le pouvoir d'achat des Français n'a jamais été aussi élevé. Non, ça c'est pas vrai. D'ailleurs, les gilets jaunes sont allés dans la rue en disant on n'arrive pas à finir les fins de mois, alors que les mêmes personnes 10 ans avant y arrivaient. Les chiffres de l'inflation sont un peu foireux en France parce qu'ils tiennent pas compte du prix de l'immobilier, en fait. Ah d'accord. Ils prennent très peu en compte le prix de l'immobilier. Or, quand tout le monde le sait, le prix de l'immobilier, c'est un budget de plus en plus important et très important. La plupart des Français, c'est plus de la moitié de leurs dépenses du mois, quoi. Donc, il y a beaucoup de dépenses qui sont enlevées. Donc, par exemple, le chiffre d'inflation donné par le gouvernement français est généralement largement en dessous le chiffre d'inflation calculé par l'Union européenne à partir des chiffres du gouvernement français. Donc, en fait, déjà, ils font tout pour enlever de l'inflation. Ça les arrange pour dire aux gens, mais vous voyez, tout va bien. Bon, les gilets jaunes ont dit ça va pas. Imaginez aujourd'hui, ça va encore moins bien, quoi. Ça va encore moins bien pour toute une partie des Français. D'ailleurs, il y a Philippe Erlin qui avait fait un très bon bouquin là-dessus, en montrant comment les chiffres d'inflation étaient un peu trafiqués. Très bon bouquin de Philippe, qui doit dater de 6-7 ans. Et UFC Que Choisir avait aussi montré que les chiffres du gouvernement étaient foireux et qu'il y avait une baisse du pouvoir d'achat, je crois, entre 2011 et 2014 de 3 ou 4%. Alors que le gouvernement disait qu'il y avait eu une stabilité ou une hausse du pouvoir d'achat. Donc tout ça est traficoté. De toute manière... Le juge de paix, c'est les gens. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Oui, notre pouvoir d'achat. Oui, mais quand ils ne sont pas d'accord, ils disent que c'est un sentiment. C'est vrai, mais alors moi, je vais vous donner une anecdote. On en parlait tout à l'heure. Et je vais la répéter. On en parlait hors antenne. J'ai eu ma voiture qui a failli me lâcher. Une 207 classique que j'avais achetée. Elle avait 7 ans, 30 000 km. Je l'ai achetée 5 500 €. Elle a 14 ans, 90 000 km. Elle vaut la même chose. C'est pas normal. Et les chiffres de l'INSEE vous disent que, quand j'ai pris les courbes de l'INSEE pour vérifier, vous disent il n'y a pas eu de hausse des prix sur les voitures d'occasion. J'ai vérifié, moi, ce que j'ai vu. Les prix ont augmenté de 50 ou 60% sur les voitures d'occasion. Les Français se battent pour les voitures d'occasion à tel point que les prix ont explosé. Donc l'INSEE ne l'a pas mis. J'ai question. Voilà. Apparemment, les gens disent... En fait, on oublie des données, quoi. Je ne sais pas comment ils calculent ça, mais il y a une explosion. Et tous les gens qui ont changé de voiture depuis 2-3 ans le savent. Il y a une explosion du prix des voitures d'occasion, à tel point qu'il vaut mieux acheter une voiture neuve, même certaines voitures neuves, tellement c'est devenu cher. Ça n'a aucun sens d'acheter une voiture d'occasion de 10 000 €. Il vaut mieux acheter une voiture neuve à 16 000 € si vous le pouvez, parce que ça n'a pas de sens. Et ça, c'est quand même enlever des statistiques. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, l'INSEE, comment ils le font, mais ils enlèvent des statistiques. Alors, il y a un autre mot dont on a beaucoup parlé, c'est l'inflation. Et là, pour le coup, Bruno Le Maire, lui, il est comme vous, il reconnaît qu'il y a une inflation. Mais alors, pour lui, la cause première, ce serait la Russie. Vous avez dit vous-même tout à l'heure que, effectivement, il y avait plusieurs causes à l'inflation. On n'en a mentionné qu'une. Quelles sont les autres, alors? Il y en a plusieurs. Alors, une cause importante, c'est la création de monnaie qui a été faite pour les marchés financiers et les faire monter. Donc, soit avec les emprunts d'État qui ont été achetés, ce qu'on disait tout à l'heure, soit même les dettes de M. Arnault. Parce qu'il faut bien comprendre que l'argent public sert à acheter, à faire baisser les taux d'intérêt aussi des dettes de M. Arnault et des milliardaires. En fait, les dettes du CAC 40 ont été achetées par la Banque Centrale Européenne avec notre argent public.
La machine à imprimer les billets a servi à acheter de la dette de ces entreprises qui ont pu emprunter extrêmement peu cher. Arnaud à des moments a réussi à emprunter à taux négatif. Donc, on lui donnait de l'argent pour qu'il emprunte, ce qui est complètement scandaleux. Si. À taux négatif, il a pu emprunter. Moins 0,20%. Moins 0,20, ça existe, ça? Ça existe. Il a pu emprunter à taux négatif à des courtes périodes de temps, mais généralement à taux zéro. Donc, par exemple, Bernard Arnault, mécanisme d'enrichissement complètement scandaleux, il a les taux zéro grâce à ces mécaniques de la Banque Centrale Européenne. Donc, comment ça se passe? La Banque Centrale Européenne, elle arrive, elle achète. Elle achète de la dette. La dette monte et les taux baissent. Donc, les taux arrivent quasiment à zéro pour les très belles boîtes comme LVMH. LVMH en profite pour acheter Tiffany, le grand bijoutier américain, pour 15 milliards de dollars. Et ils ont emprunté à des taux quasiment nuls. Ils ont emprunté à 15 milliards 500. Donc, en fait, ils peuvent acheter et devenir extrêmement riches. Mais c'est un mécanisme de spoliation qui est complètement scandaleux. Pour la génération des jeunes, par exemple. Ouais. Les jeunes n'arrivent pas à acheter ce bien immobilier. Pourquoi? Parce qu'en fait, ceux qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, qui ont un bien immobilier en location, que font-ils? Qu'ils ont acheté, par exemple, 300 000 euros. Une fois qu'il a été payé, ils en rachètent un autre à taux zéro. Et comme c'est à taux zéro, c'était à des taux à 0,7% pour les riches d'emprunter pour acheter un bien immobilier. Et eux, ils font donc monter les prix très fortement, mais eux, ils peuvent se payer quasiment gratuitement en 10-12 ans un appartement. Ce qui prive les jeunes d'appartements. Vous voyez, cette politique de taux zéro, elle est en train de détruire les jeunes au bénéfice des rentiers. Quel est le raisonnement économique de ceux qui mettent ça en place? C'est-à-dire, à quel moment eux se disent permettre à LVMH d'acheter une entreprise à zéro, enfin d'emprunter à zéro, ça va avoir une influence positive sur l'économie française? C'est quoi? C'est un fantasme du ruissellement? Non, c'est qu'en fait, s'ils ne faisaient pas ça, c'était l'effondrement financier. C'est-à-dire qu'en 2011-2014, ils font ça et ils le poursuivent jusqu'en 2021-2022 parce que sinon l'économie européenne s'effondre. C'est comme ça qu'ils ont évité l'effondrement. Il y aurait eu un effondrement financier à Wall Street et en Europe s'ils n'avaient pas fait ces politiques de taux zéro. C'est pour ça qu'on a eu ces politiques. Depuis 2008, le krach boursier aux États-Unis, le krach financier aux États-Unis, le krach boursier, la crise de 2008, de toute manière, on aurait dû changer de politique économique. Ils n'ont pas voulu. Donc la seule manière de faire croître l'économie européenne et américaine de façon très faible, c'est de faire n'importe quoi en achetant, en imprimant des tombereaux de billets, ce qui favorise les riches, aux États-Unis, en Europe, en faisant absolument n'importe quoi. Donc ils sont dans une impasse et ils continuent dans l'impasse. Les Américains appellent ça kick the can. On tape dans la boîte de conserve pour qu'elle aille 3 mètres plus loin. Mais ils sont dans l'impasse totale, ils ne savent plus comment faire, ils ne savent plus comment gérer. Parce que le problème, c'est qu'ils ont détruit la production, il n'y a plus assez de production industrielle aux États-Unis et en France, et ça ne s'améliore pas malgré tout ce qu'ils essayent de faire. Et donc, il faut changer de système, ils ne veulent pas changer de logiciel. Donc, ça va continuer comme ça, de mal en pis, en fait, avec des problématiques que les gens vivent dans la vie quotidienne, de plus en plus dures. Et les autres, alors, pour vous, les autres causes de cette inflation-là? Et d'ailleurs, celle invoquée par Bruno Le Maire, elle est complètement bidon ou... Alors, il y en a eu deux. Au début, il nous disait c'est l'intervention de Poutine en Ukraine. Et là, j'ai vu ses dernières interventions à l'Assemblée nationale. Ça n'a même plus de rapport avec l'Ukraine. Il dit mais l'inflation, c'est votre. Il dit ça au Rassemblement national. Il dit c'est votre amitié avec Vladimir Poutine. Cette phrase a été prononcée, qui est responsable de l'inflation. Donc là, c'est même pas la guerre. C'est l'amitié. En plus, il n'y a même pas d'amitié, je pense, entre Marine Le Pen et Vladimir Poutine. Oui, d'autant moins politique. Mais oui. Non, mais il n'y en a aucune, parce que maintenant que Marine Le Pen veut rester dans l'Union européenne, qui est le truc qui veut mettre l'Ukraine dans l'Union européenne et dans l'OTAN, je dirais, qui est en guerre contre la Russie, Marine Le Pen. Mais il y a une part de vérité là-dedans ou pas? Alors, quelles sont les autres? Alors, la part de vérité. Est-ce que celle-là, c'est une vraie cause? La part de vérité, c'est la bêtise absolue et la folie de Bruno Le Maire, qui a voulu mettre l'économie russe à genoux en piquant déjà 300 milliards d'euros aux Russes, en gelant tout le stock d'argent russe sur le sol français et européen, 300 milliards, donc un scandale, puis surtout de vouloir se passer d'un tiers de l'énergie. On a voulu se passer d'un tiers de l'énergie consommée en Europe, pas trop en France, mais en Europe, parce que la France est plus indépendante, grâce au nucléaire notamment. Un tiers de l'énergie qui venait de Russie. On a voulu tout remettre en cause, le gaz qui arrivait dans les pipelines, le pétrole, etc. On a mis un énorme bordel dans le marché mondial de l'énergie. On a fait augmenter l'énergie partout dans le monde avec cette politique de dingo qui veut qu'une des plus grandes zones économiques du monde se passe d'un tiers de l'énergie qu'elle consomme. C'est une folie pure. C'est une folie pure. Donc ça a accéléré l'inflation, oui. Mais l'inflation était déjà là à cause de la planche à billets. Elle était déjà là aussi à cause du Covid. C'est-à-dire qu'ils ont fermé toutes les structures de production et d'un coup, ils rouvrent tous en donnant beaucoup d'argent aux gens. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, les ventes de détail, elles se sont envolées de 10% d'une année sur l'autre.
le plus grand consommateur du monde. Donc ça a créé un choc de production, il n'y avait plus assez de production, et donc ils ont fait toutes les bêtises pour qu'on en arrive là-dessus. Puis c'est là aussi, c'est les chaînes mondialisées qui n'arrivent plus à fournir. Par exemple, il y a eu un problème de puces électroniques en 2021. Plus personne n'arrive à trouver des puces électroniques. Les chaînes de voitures étaient arrêtées par les plus grands constructeurs, Toyota, Peugeot. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'économie mondialisée, c'est tellement stupide que 50% de la fabrication de ces puces, c'était à Taïwan. Et Taïwan n'arrivait plus à produire assez. En plus, il faut beaucoup d'eau pour ça. Ils avaient une sécheresse, donc ils n'avaient pas assez d'eau pour produire des puces. Et tout le monde, tous ces gens-là, qui dirigent l'économie mondiale et qui se prennent pour des génies, avaient oublié que c'est quand même imprudent de laisser toutes les puces dans un pays comme Taïwan. Surtout que Taïwan pourrait être envahi un jour par la Chine. Ce qui veut dire que l'Occident n'aurait plus une puce à sa disposition, sauf des puces chinoises sous la délivrance du gouvernement chinois. Donc il y a toutes ces erreurs-là, les chaînes de valeur mondialisées, toute cette gestion économique mauvaise a créé cette inflation. Et cette inflation, c'est le symptôme d'une économie malade, en fait. L'économie occidentale est malade. C'est pour ça qu'on a de l'inflation aussi, pour résumer le sujet. On a eu de l'inflation dans les années 70. Quand le système des 30 Glorieuses, il fallait le réformer et il était en train de produire des choses pas terribles. Et on a une inflation 50 ans plus tard. C'est la fin d'un système, c'est la fin d'un modèle avec un système économique malade. Peut-être la fin d'une hégémonie aussi. C'est la fin de l'hégémonie américaine qui est en train de se mettre en place très clairement. Je veux dire, quand l'Inde, qui est la zone la plus dynamique au monde aujourd'hui, la Chine, qui est quand même une énorme puissance industrielle et même technologique aussi, la Russie, le premier fournisseur de matières premières mondiales et d'énergie, s'allient et qu'on voit des pays comme les pays du Golfe qui se tournent vers eux, l'Arabie Saoudite, premier producteur mondial de pétrole, allié aux États-Unis depuis 1945, qui changent d'alliance, qui disent, bon, les Américains, on est encore copains avec vous, mais on est aussi copains avec les Russes et les Chinois. On voit qu'il y a un basculement du monde qui est en train de se faire par le fait que l'Occident ne pèse plus rien en termes de production économique et qu'on peut se passer de l'Occident. Donc l'Occident a tout intérêt, plutôt que d'essayer de garder l'hégémonie par la guerre, ce que veulent faire les Américains, en déclenchant des guerres partout, de dire, OK, de choisir un Trump qui dira, OK, on va mettre des droits de douane avec la Chine, etc. On va défendre notre économie, on va redevenir un centre de production. Et la France aurait tout intérêt à suivre les États-Unis, à faire la même chose, redevenir un centre de production, plutôt que de rester dans un modèle qui est voué à péricliter, le modèle de mondialisation économique. C'est encore possible ou l'économie française est arrivée à un stade où la réindustrialisation devient trop complexe? On a exactement le même problème que les États-Unis et l'Angleterre. On a le même niveau de désindustrialisation pour ces trois pays-là. Ouais. L'Allemagne est en train de s'effondrer aussi, moins 15% de production industrielle depuis 2017, ça ne fait que baisser, ça baisse de plus en plus vite, quoi. En fait, l'Allemagne c'est l'industrie allemande qui est en train de se détruire, et pas seulement à cause de l'énergie, à cause des erreurs, du fait que la Chine lui taille des croupières. Donc tous les pays occidentaux sont là-dessus. S'il y a une volonté, il y a un chemin. Quand en 1945, il n'y a plus une usine qui tient debout en France, on relève les manches, on travaille et on redresse l'économie française, l'industrie et la prospérité de la France, et tout le monde en bénéficie. Donc il y a un chemin. D'autant plus que tous les pays sont malades du capitalisme financiarisé mondialisé. Tous. Pratiquement tous. Même la Chine, même ceux qu'on profite. Alors, le plus malade, c'est le meilleur élève de la mondialisation néolibérale, la Corée du Sud. Donc, qui a Samsung, ces immenses conglomérats, des technologies extraordinaires. Et pourtant, ce pays est complètement malade et va complètement imploser. Et là, ils n'ont aucune seule solution. On en parlera. J'en parle juste après. Ça fait des années, des dizaines d'années qu'ils sont très peu d'enfants. Mais là, ils sont tombés de 1,2 à maintenant 0,8 enfants par femme. Ils sont en dessous de 1, là. Ouais. 0,8 enfants par femme, ça veut dire que vous avez 7 grands-parents. Vous finissez à un petit enfant. Un village en sursis. Une population qui diminue. Le taux de fécondité du pays est le plus bas au monde. 0,87 enfants par femme. Pour tenter d'inverser la tendance, depuis quelques années, des pubs vantent le mérite de la vie familiale. 세상을 행복하게 하는 비타민입니다. Des sourires qui masquent mal la détermination de certaines Sud-Coréennes à vivre seules. Comme Anne Biol, employée dans une société de production audiovisuelle, elle a pris une décision radicale. Ne pas se marier, ne pas faire d'enfants, et même ne jamais tomber amoureuse. Elle fait partie de ce qu'on appelle en Corée du Sud la génération Sampo.
Des femmes éduquées qui privilégient leur carrière et rejettent non les hommes, mais le système patriarcal d'un pays encore très conservateur. Donc 7 grands-parents, un petit enfant. Et donc là, la population la Corée du Sud va imploser à cause de ça. Elle n'arrive pas à le gérer, elle n'arrive pas à relancer la natalité. C'est une société trop compétitive, trop dure à plein de niveaux. Puis il y a d'autres choses que je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas la sociologie, mais les faits sont là, c'est en train d'imploser. Et leur seule solution, à un moment donné, ça sera la réunification avec la Corée du Nord pour récupérer 30 millions d'habitants quand ils en auront trop perdu. Voilà, je pense que ça sera la seule solution pour la Corée du Sud. Et on y viendra à un moment donné parce que les deux y auront intérêt. La Corée du Nord pour accéder à la prospérité et la Corée du Sud pour éviter les effondrements démographiques. Il y aura un scénario de... La rationalité pousse à ça. Donc, là, voilà. Est-ce que les gens seront rationnels ? Est-ce qu'ils seront rationnels ou pas ? La Chine a un problème gigantesque et qui va nous toucher de plein fouet. C'est le fait que, pareil, la natalité baisse sans arrêt. Alors, les Chinois truquent les statistiques. Malheureusement, c'est carrément... Il y a des pages du gouvernement français qui se disent « Méfiez-vous des statistiques du gouvernement chinois, ça bouge sans arrêt ». Par exemple, la population chinoise, ils avaient dit qu'elle avait atteint 1,5 milliard. Maintenant, ils disent « Non, on n'a jamais atteint que 1,4 milliard ». Non, mais les chiffres officiels, c'était 1,5 milliard. En fait, il y a la population chinoise, donc pareil, 1,05 enfants par femme. C'est très, très grave. Ça fait très longtemps que ça dure. Ça vient de la politique de l'enfant unique, mais maintenant, il y a une occidentalisation, il y a un pli qui est pris pour faire pas d'enfants. Il y a le fait que l'immobilier est trop cher pour les jeunes Chinois. Donc, les jeunes Chinois ne peuvent pas acheter de l'immobilier et ne peuvent pas se marier. Parce qu'il faut avoir une maison. Faut se marier, il faut avoir une maison. Et donc, les jeunes Chinois sont totalement désespérés. J'ai vu pas mal d'articles. Ça serait bien qu'il y ait des chercheurs qui ont accès, et pas seulement un économiste comme moi, mais j'ai vu beaucoup d'articles qui viennent de Chine qui disent que les jeunes ne veulent plus faire de gamins, mais en plus, ils sont désespérés. Donc, leur mot préféré en ce moment, c'est coucher à plat et laisser pourrir les situations. Donc, encore plus désespérés qu'en France. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'introduire dans les entreprises, à avoir des boulots intéressants. Ils n'arrivent pas à s'insérer. Le taux de chômage est très élevé, 25-30% des gamins. D'ailleurs, Xi Jinping a arrêté de publier le taux de chômage des jeunes. Ça démoralisait la population. Donc, on cache le truc sous le tapis parce que c'est trop élevé. Et donc, les jeunes ne font plus d'enfants. Ils vont perdre un tiers et la moitié de leur population en âge de travailler dans les 25 à 30 ans à venir, donc d'ici 2050. Donc, l'usine du monde va perdre la population en âge de travailler. Il resteront quand même 750 millions. Il va falloir le gérer, ce choc démographique. Ça va être très, très, très dur à gérer. Parce que quand on a une décroissance démographique, on a une baisse de la consommation naturellement. Et donc, on a une destruction de l'économie. C'est très dur de gérer de la décroissance. Le Japon le fait. Olivier Delamarche se fout de ma gueule tout le temps. Mais je dis, il le fait avec brio parce qu'ils ont une décroissance de la population, pas trop rapide, mais qui est quand même loin d'être nulle. Et ils arrivent à avoir de la croissance, à conserver de l'industrie, à bien gérer leur économie. C'est extrêmement dur. Je ne suis pas sûr que le gouvernement chinois y arrivera. Nous, on est à combien en enfants par femme ? Malheureusement, on est à 1,6 alors qu'on était à 2. Pareil pour les... En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un décrochage démographique. Les seuls pays occidentaux qui tenaient au niveau démographique, c'était la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. On avait à peu près 2 enfants par femme. Donc, on était bien positionnés. Et pas à cause de l'immigration seulement. Aussi parce que les Français voulaient faire plus d'enfants, parce que le taux d'immigrés dans la population est quand même très, très proche dans tous les pays occidentaux, à part quelques exceptions. Donc, on avait 2 enfants par femme. Et là, donc pareil, comme les conditions économiques deviennent trop dures pour les jeunes, pour les jeunes de 20 à 25 ans, c'est extrêmement difficile. Comme le fait de se loger devient très compliqué, le fait d'avoir un logement pas trop loin de son travail pour avoir une vie décente, pas 1h30 de transport, eh bien, les jeunes font moins d'enfants. Et puis, il y a aussi le fait qu'on a des gouvernements, une casse quand même insupportable et on n'a pas envie de faire des gamins dans ces conditions-là. Cette foi en l'avenir, quoi, qui est déterminante. Pas de foi en l'avenir, très clairement. Et ça se propage quand même dans beaucoup de parties du monde. Et c'est ce capitalisme financiarisé, mondialisé. C'est c'est toute cette ambiance très malsaine avec les riches qui deviennent de plus en plus riches partout dans le monde et les pauvres de plus en plus pauvres et classe moyenne écrasée qui font qu'il y a une impasse démographique qui sera un phénomène majeur pour l'économie, mais aussi pour la société dans les années à venir. Voilà. Est-ce que l'État, il a des pistes pour rembourser cette dette ? Non, ils n'ont pas de piste puisqu'ils veulent rester dans le même modèle économique sans croissance, donc ça sera de plus en plus de déficit et de dette. S'ils n'en ont pas, quand le réel frappera à la porte, quelles seront selon vous les options irrémédiables qui se mettront en face de lui, quoi ? Ça peut être la monnaie numérique qui permet effectivement... En quoi elle réduirait la dette ? En tout cas, elle va leur permettre de contrôler tout votre argent sur vos comptes en banque et comment vous l'utilisez. Oui. On a bien tous remarqué
Et là, moi, c'est des gens qui témoignent. Une amie qui me dit, je veux retirer 1 000 € d'une assurance vie, on me demande ce que je vais faire de l'argent. Mais on n'a jamais vu ça. Je veux dire, quand on... Ça arrive de plus en plus les gens qui témoignent que leur banque leur demande ce qu'ils vont faire de leur fric. Une amie de confiance, de toute Oui, confiance. j'ai eu plusieurs témoignages comme ça. Et c'est de plus en plus le cas. On peut de moins en moins de retirer de l'argent liquide. Et quand on le fait, on nous dit, mais pourquoi vous voulez le faire? Et rappel pour les gens, ils n'ont pas à vous enfin, vous n'avez pas à répondre à cette question. Hein. Ah oui, l'assurance vie, on vous demande pourquoi vous voulez retirer de l'assurance vie pour le mettre sur votre compte courant. Oui. Vous faites ce que vous voulez. C'était arrivé à Philippe Pasco, il me dit, moi, ce que je leur réponds à chaque fois, c'est je vais aux putes. Ou un truc complètement délirant. Et non, mais vous êtes sérieux? Bah non, vous n'avez pas à me le demander. Donc, Exactement. On n'a pas à vous le demander, mais ça montre le côté de plus en plus autoritaire et de contrôle de l'argent que l'État veut avoir sur nous. Donc, la monnaie numérique, ça pourrait être un moyen, au moment de la grande bascule et du grand trou, de dire, bon, peut-être que l'État pourrait dire, bon, on vous rembourse la dette par tel et tel mécanisme, les problématiques de dette, mais par contre, en contrepartie, vous accédez la monnaie numérique, qui est une monnaie où l'État va savoir tout ce que vous faites et pourra vous débrancher de vos achats, de votre consommation et de votre liberté comme ça. Juste en cliquant sur un bouton. Tiens, Greg Tabibian, Philippe Murer, là, ils sont en train de faire une mauvaise émission qui nous déplaît beaucoup. Donc, on va débrancher leur compte en banque, ils ne peuvent plus rien acheter. Mais du point de vue purement économique, si nous avions, admettons, une uchronie dans laquelle nous aurions des dirigeants politiques vertueux, qui n'utiliseraient pas cet euro numérique ou ce franc numérique, là on a encore plus des doux rêveurs, pour pratiquer de la censure ou contrôler la population. Est-ce que une politique de numérisation de l'argent liquide, par le contrôle qu'il génère, ne serait pas un moyen de récupérer la fraude et les montants colossaux de la fraude? Je suis complètement contre ça. Pourtant, je suis gaulliste. Donc, pour moi, l'État, c'est le garant du bien commun. C'est celui qui doit gérer entre les différents intérêts particuliers et toujours se battre pour le bien commun. Mais par contre, l'État, il ne faut jamais lui donner trop de pouvoir. Il ne faut jamais lui donner le pouvoir sur votre vie, sur votre liberté. Ça, c'est complètement fou. C'est une contradiction politique. Moi, je suis contre, d'ailleurs. Si un jour j'étais au gouvernement ou n'importe quoi, je dis ça parce que, voilà, et pour me mettre en situation, moi, je reviendrai sur le numérique. Il y a une semaine, le remaniement. Je reviendrai sur le numérique. Hors de question. Hors de question d'avoir des permis numériques, des cartes d'identité numériques, d'avoir des choses numériques, des QR codes partout. Hors de question. Et de la même manière, pour les toutes petites entreprises, hors de question de les embêter avec du numérique, d'aller faire impôt.gouv.fr, des trucs très compliqués, vous connaissez. Qui sont censés nous simplifier la vie, mais qui sont un enfer. Il faut renvoyer pour les petites entreprises, je dis bien, qui ont 2 déclarations par an, des feuilles papier. Ça sera beaucoup plus simple. Le numérique est en train de nous envahir, il est pénible, il est chronophage pour nous. C'est nous qui faisons le boulot pour l'administration. Première chose, c'est très chronophage. Et en plus, ça permet à l'administration de vous suivre. Donc que l'administration gère la fraude, oui. Qu'elle mette des mécanismes de suivi total des gens pour empêcher la fraude, là, c'est mortel. C'est donner trop de pouvoir à l'État qui risque de vous détruire. Donc ça, hors de question. Et puis la fraude, oui, il y en aura toujours un peu. Donc il faut trouver les mécanismes, les façons de la réduire, mais sans embêter les honnêtes citoyens et détruire la liberté. C'est un équilibre. Elle est si importante que ça, la fraude? Le fameux chiffre des 100 milliards de fraude fiscale annuelle. Oui. On avait reçu Dupont-Aignan qui disait que lui, il disait que c'était faux, que c'était pas vraiment vrai, que c'était plutôt 20 milliards. Ce qui était toujours beaucoup plus important selon lui que la fraude sociale, mais que la fraude fiscale est beaucoup moins importante que ce qu'on dit, que le chiffre des 100 milliards. En fait, lui, il le rejetait parce qu'il disait oui, mais d'un autre côté, vous êtes surimposé en France, donc on part du principe qu'en fait, il manque 100 milliards si on continue à être imposé à 55, quoi. Donc du coup, on est imposé à 45% en France. Alors c'est vrai qu'on est toujours trop imposé, mais il faut se rappeler qu'aux États-Unis et en France, le taux d'impôt sur le revenu, c'était 60%, 65% dans les années 70. Ce taux d'impôt est à 45% en France et à 30% aux États-Unis. Le taux d'impôt sur les sociétés, c'était la moitié des bénéfices que vous preniez dans les années 70, quand l'économie tournait, était redonné à l'État. On était plus imposés à l'époque. Beaucoup plus imposés. Les gens riches étaient beaucoup plus imposés. Les pauvres avaient moins de taxes. Mais les riches ont fait toute une campagne sur les impôts pour demander de baisser les impôts. Ils ont fait baisser leurs impôts, mais ils ont fait monter les impôts des autres. Ça, c'est assez. Dans quelle proportion de chiffres? Je les ai pas. Divisé par 2, l'impôt sur les bénéfices. Ok. Alors, moi, je suis pour que les petits entrepreneurs payent peu d'argent. Pardon. Voilà. Là, celle. C'est vraiment un lapsus pas révélateur. Payent peu d'impôts, très clairement. Et parce qu'ils touchent peu d'argent. C'est ça la logique. J'ai pas de problème. Par contre, il y a un truc qui est dégueulasse. C'est quand vous faites baisser l'impôt sur les sociétés pour tous. Il faut comprendre qu'il y a 40 000 personnes en France
qui récupère, c'est un rapport du Sénat, qui récupère 2/3 des revenus de toutes les locations en France de biens et 2/3 de tous les dividendes. En gros, des dividendes, donc tout le revenu financier des dividendes, donc qui vient des impôts, des bénéfices des entreprises et des revenus de location immobilière, c'est 2/3 des gens, les 2/3 vont dans la poche de 40 000 personnes. Donc en fait, quand vous baissez l'impôt, vous favorisez ces 40 000 là. Structurellement. Et c'est pas et ces 40 000 là, c'est des gens qui ont des millions d'euros de revenus par an. Donc comment on fait? Faut pas le baisser du coup? Non, il faut se débrouiller pour le baisser, en tout cas plutôt pour les petits entrepreneurs et moyens entrepreneurs. Voilà. Comment on le fait? Mais pas. Bon, il y a déjà 2 impôts, hein, effectivement. Il y a déjà un impôt à 15% pour les entrepreneurs, l'impôt sur les sociétés jusqu'à 40 000 euros ou 35 000 euros, je crois. 40 000 euros de bénéfices, à peu près, vous avez 15% d'impôt. Donc, c'est un impôt très, très faible, quoi, très clairement. C'est un impôt plus faible que l'impôt sur les salaires équivalents. Vous gagnez 40 000 euros de salaire net, vous avez plus que 15% d'impôt. Donc, voilà. Donc, en tout cas, il faut faire attention à ça. Sur la fraude, il y a énormément de fraude fiscale. 100 milliards, peut-être pas, mais beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos gouvernements l'ont voulu, c'est l'Union européenne qui l'a voulu, qui a fait la chose suivante. Liberté de circulation des capitaux. Alors moi, je m'en fous pour les gens à 100 euros, mais même pour des millions d'euros, les capitaux circulent librement vers les paradis fiscaux. Donc évidemment, l'Union européenne a imposé ça, les gens sont allés dans les paradis fiscaux, les riches. C'était voulu. L'autre chose, c'est les règles européennes aussi coûtent énormément de fraude fiscale. Par exemple, le carrousel de TVA, c'est quelque chose qui coûte 10 à 15 milliards d'euros par an. Est-ce qu'on peut expliquer, parce que c'est vrai que Dupont-Aignan avait parlé du carrousel de TVA, il avait mentionné le film qui était dessus, et il avait expliqué exactement. Je ferai pareil parce que c'est trop compliqué à expliquer aux gens, mais disons que les règles européennes de TVA sont tellement mal faites qu'elles permettent de piquer 10 à 15 milliards d'euros à la France. Pareil pour l'Allemagne. En fait, on peut se faire rembourser de la TVA qu'on n'a pas. Exactement. Parce avec des sur les taux qui bougent. Voilà. Et puis on a des sociétés fantômes qu'on monte, qu'on éteint au moment où on veut les faire disparaître, etc. Malheureusement, ça coûte 15 milliards d'euros. Et il faut comprendre que l'Union européenne, c'est une Union européenne de paradis fiscaux. Il y a beaucoup de paradis fiscaux. L'Irlande, Chypre, le Luxembourg, la Belgique, pour certaines choses, est un paradis fiscal. Pour certains problèmes d'imposition. Le Portugal est devenu un paradis fiscal pour certaines choses, bien qu'ils reviennent dessus. Mais il y a 6 ou 7 paradis fiscaux, en enlevant le Portugal. 6 ou 7 paradis fiscaux, le Liechtenstein, le Luxembourg, etc. Et en fait, les règles de l'Union européenne protègent les paradis fiscaux, comme le Luxembourg. Elles empêchent. Il y a par exemple la France qui a montré que McDonald's siphonnait toutes les recettes fiscales de l'État français, c'est-à-dire qu'elle devait payer de l'impôt sur les sociétés, sur les bénéfices en France, qu'elle les remontait, je crois que c'était au Luxembourg. Eh bien, l'État français est allé en justice, a obtenu que McDonald's rembourse les impôts. McDonald's est allé à la Cour de justice de l'Union européenne qui a dit non, la France, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, rendez l'argent à McDonald's. Donc, vous voyez, l'Union européenne empêche... Les enfants rendent l'argent à McDonald's. Oui, tout à fait. L'affaire McDonald's, effectivement... De la même manière, Apple... sous l'invocation de quel principe de droit? C'est le principe de liberté de circulation des capitaux et de liberté de fixer l'impôt comme on veut dans chaque pays. Donc la France n'a pas à faire ça. Ça n'a pas de sens, mais la France n'a pas à faire ça. De toute façon, l'Union européenne, tout ce qu'elle a dit, je crois, dans le jugement, ce n'est pas une aide d'État, il n'y a pas de subvention d'État. Donc en fait, c'est possible. Donc voilà, l'Union européenne permet cette fraude fiscale. Il n'y a pas qu'elle, c'est un phénomène complexe. Moi, je dirais qu'il y a au moins 60-70 milliards de fraude fiscale. Sachant que la fraude sociale, elle est très importante aussi. Et là, elle est très, très liée au flux d'immigration, aux centenaires algériens. Je donne une anecdote. Il y a un nombre de centenaires algériens qui touchent des retraites en France. Ah ouais? Bah oui, complètement gigantesque. Le bouquin de Charles Pratt là-dessus est excellent. Je suis pas d'accord avec lui sur la fraude fiscale. On va faire un débat avec lui d'ailleurs prochainement sur les sujets. Que lui, il a sous-évalué par rapport à vous? Oui, lui, il dit qu'il n'y a pas de fraude fiscale. Le carrousel de TVA, c'est pas la faute de l'Europe. Bon, c'est un européiste, Charles Pratt, donc il défend l'Union européenne. C'est normal. Mais sur la fraude sociale, il a fait un énorme bouquin que j'ai lu, très, très bien argumenté, et qui montre qu'il y a 50 milliards de fraude sociale, qui est principalement de la fraude liée à des mécanismes liés à l'immigration. Il y a plusieurs millions de cartes vitales en trop qui circulent très clairement. Il y a des gens, donc des centenaires algériens qui touchent des retraites, et comme par hasard, la moitié, je crois qu'il avait fait une étude et qui montrait qu'une grosse partie de ces gens-là étaient morts, et c'était les fils d'eux qui touchaient. Et on a des centenaires algériens et
On a des centenaires corses qui votent. On a plein de centenaires. Ouais, on a plein de centenaires et les enfants continuent à le toucher. Et c'est avantageux. Il l'avait montré parce qu'il y avait un taux de centenaires en Algérie qui était délirant si on regardait les bases de la retraite française à qui on ils se refilent le truc. En fait, ils font l'arnaque de Connor McLeod dans Highlander. Quoi. Ils se déclarent eux-mêmes morts sur leurs enfants de machin pour toucher. Ouais, c'est... Donc en gérant juste le carrousel de TVA, une partie de cette fraude sociale, on peut récupérer 50 milliards d'euros, quoi, très clairement. Simplement. Donc c'est pas la peine d'embêter les gens, les privant de liberté. On ne prive pas les gens de liberté, à moins qu'on... Vraiment, il y a un problème massif, mais on n'essaye jamais de priver les gens de liberté, quoi. Et surtout pas que l'État puisse voir ce que vous faites chez vous, quoi, dans l'intime. Parce que ça, c'est le régime totalitaire. Hein. C'est Big Brother, Orwell, la caméra d'État qui vient juste que chez nous. On y va, c'est normal, parce que de toute manière, ce gouvernement est nullissime, que ce soit en France, que ce soit Biden. Biden, quand on le voit, cet homme sénile à la tête des États-Unis. Parlons de la présidente des États-Unis, Kamala Harris. Aussi, mais Biden, on a l'impression que c'est Tchernienko et Andropov des années 80, avant que la Russie s'effondre. Joe Biden ne gère pas la politique économique américaine. Non, bien sûr, il y a quelqu'un d'autre qui gère, très clairement. Hein. Quand il se trompe, il croit que François Mitterrand était allemand et que le président du Mexique, il le confond avec un autre pays. On voit bien qu'il ne gère pas. C'est d'autres gens derrière qui... L'État profond, mais qui est l'État profond exactement, j'en sais rien. Mais il y a d'autres gens qui gèrent et qui tirent des ficelles, très clairement. En tout cas, on pourrait gérer ces problèmes de fraude sociale, fiscale. C'est fondamental pour garantir la justice sociale et la justice fiscale. Et donc, c'est pour la cohésion du pays. Et là, on règle beaucoup de problèmes de dette, de déficit et surtout d'inégalité. Parce que si on laisse faire la fraude sociale, la sécurité sociale va être... personne n'en voudra plus s'il y a trop de fraude sociale. Donc, c'est très important de gérer cette fraude sociale, bien que les petits gens, on le sait, demandent, par exemple, on sait que les petits gens demandent pour moitié les aides auxquelles ils ont droit et pour moitié, ils les réclament pas. Hein. Oui, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a la moitié des aides sociales des pauvres qui ne sont pas déversées. Moi, je sais que combien d'années de ma vie j'aurais dû avoir quand j'ai commencé cette chaîne, le RSA, parce que je touchais rien. Voilà. J'ai jamais demandé ou j'ai jamais insisté. Parce que les gens n'ont pas envie de le faire, en fait, essayer de se débrouiller autrement. Voilà, il y a une forme de dignité. Hein, et le temps passe, et puis on a un petit boulot, et puis... Voilà, on se débrouille, et c'est très bien. Ah ouais. Ceux qui ont absolument besoin pour survivre, c'est très bien. Hein. C'est aussi par la bêtise. Hein. Il faut bien comprendre que les diagnostics, par exemple, les DPE, les diagnostics énergétiques, de performance énergétique, qui sont une catastrophe extrêmement dangereuse. C'est-à-dire que là, il y a tous les logements de catégorie G qui vont ne plus pouvoir être loués en 2025, de 1er janvier 2025, si je ne me trompe pas, et après, ça sera les F et après les E. Si on est déjà dedans, on se fait expulser ou... Je ne crois pas, mais par contre, vous pouvez plus si votre locataire part, vous ne pouvez plus le louer, sauf si vous pouvez plus louer votre bien en tant que propriétaire, sauf si vous faites les travaux d'isolation. Et ces travaux d'isolation, c'est absurde. Enfin, ça ne fonctionne pas, ça économise pas tant d'énergie que ça. On se rend compte que l'État dit oui, si vous passez de catégorie G à catégorie C, vous allez diviser par 2 la facture. En fait, on se rend compte que c'est 15 ou 20%. Donc, on est en train d'embêter les gens pour ces histoires de transition énergétique. On l'a fait n'importe comment, de façon pas du tout cadrée. Moi, c'est votre grand sujet, transition énergétique. Moi, je dis qu'il faut le faire en partie sur les passoires, mais de façon intelligente et pas pour mettre un problème monstrueux dans le marché immobilier. Donc, il faut le faire de façon... C'est un peu long à expliquer, mais il faut faire ça, mais il faut le faire de façon très lente. Là, ils l'ont fait n'importe comment. Vous savez que c'est la catastrophe dans le logement, parce qu'on parlait de la catastrophe. Et là, les jeunes, un jeune qui veut se loger à Paris parce qu'il cherche une chambre de bonne pour ses études ou parce qu'il va travailler à Paris, c'est introuvable. Il y a quand même des articles dans le Figaro qui expliquent que les agences immobilières ne mettent plus des annonces immobilières de logement sur Internet parce qu'elles sont débordées d'appels. Elles ont 1000 appels en 3 heures. Donc, elles font tout sous le manteau. Donc, les jeunes n'arrivent plus à se loger, très clairement. Et tous les gens n'arrivent plus à se déplacer. Tout est grippé à cause de ces DPE et d'autres choses, mais ces DPE notamment. Puis, il y a un autre truc aussi qui est extrêmement amusant. Nos élites voient qu'on a un problème de logement. Elles font arriver 300 000 immigrés légaux et 100 000 immigrés illégaux par an. Évidemment que ça pose un problème de logement. Parce que chaque année, 400 000 personnes de plus à loger. Au bout d'un moment, déjà qu'il n'y a plus de logement suffisant en France, au bout d'un moment, on ne va pas s'en sortir, quoi. On ne va pas s'en sortir. Et justement, alors on a parlé un peu de comment... Et alors, excusez-moi, Greg. Oui, c'est une forme d'expropriation d'ailleurs, mais par la bêtise. C'est-à-dire que les DPE, les gens qui sont en catégorie G, n'ont pas les moyens, petits propriétaires qui n'ont pas les moyens de rénover leurs biens,
qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le vendre à la casse à des fonds d'investissement, à des gens très riches, qui vont les récupérer pas cher, faire les gros investissements, pompes à chaleur ou choses comme ça pour augmenter l'isolation du logement. Et donc, ça va exproprier les pauvres au profit des fonds financiers, des fonds immobiliers. Et justement, on montrait comment l'inflation est utilisée comme prétexte, comment plein de choses. Comment est-ce que la transition écologique et la transition énergétique, si c'est le cas, hein, est-ce qu'elle est utilisée par l'État français comme prétexte à des prélèvements, à taxer plus les gens? C'est l'Union européenne qui détermine toute la stratégie et les directives de la transition énergétique pour toute l'Europe. Ah d'accord, nous on fait ton Ah oui. D'ailleurs, vous avez vu quand les agriculteurs allemands ont dit « Ah, on a un problème, le gazole non routier pour les agriculteurs augmente », les Bulgares ont dit la même chose, les Français, les Espagnols, les Italiens. C'est partout. Et ça, ce sont des directives européennes qui gèrent toute la transition énergétique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la France se bat pour essayer de dire « Bon, dans vos directives, faites une petite place pour le nucléaire ». Parce que ce n'est pas la France qui décide, le marché de l'énergie, le marché de l'électricité, tout ça, et même les DPE, ça vient de l'Union européenne. Ce n'est pas la France. C'est tout le problème. On a des gens qui sont aux manettes, qui font semblant de diriger, mais en fait, c'est au-dessus que ça dirige. C'est l'Union européenne qui dirige, qui fait les DPE. C'est pour ça qu'on en revient à Bruno Le Maire qui est obligé de te parler de Poutine, parce qu'en fait, si ça augmente, c'est parce qu'on ne sort pas du marché européen de l'énergie. Ou c'est Bruno Le Maire et Macron qui, quand les agriculteurs leur disent « Bon, on a un problème avec les normes, avec les accords de libre-échange », il dit « Attendez, je vais aller à Bruxelles, je vais aller demander à Madame Ursula von der Leyen si elle peut abaisser les normes ou arrêter de mettre des normes de dingue sur l'agriculture, arrêter de faire des accords. » Même si pour l'agriculture, il y a quand même beaucoup de normes qui viennent quand même juste de nous-mêmes, qu'on s'est imposées. Moi, je pense très peu. Ah ouais? Très peu, c'est du pipeau. Et beaucoup de gens qui disent ça sont des anti-France, les républicains par excellence. Les républicains, depuis 10 ans, ils disent le problème des normes, c'est la surtransposition en France. C'est faux. Il y a autant de pesticides utilisés en France qu'en Allemagne. C'est l'Union européenne qui s'amuse à diviser pour mieux régner. Mais in fine, les normes sont très, très proches entre les pays. Peut-être que certains bureaucrates français devraient être plus souples, mais le vrai problème des normes, elles sont créées à Bruxelles. Bruxelles, c'est l'organisme normatif pour la consommation, pour les DPE immobiliers, pour l'agriculture. Donc tous les gens qui disent ça sont des gens, alors soit qui ne sont pas informés, parce que je comprends sur le maquis de Bruxelles, et aussi beaucoup de gens qui sont anti-France, comme les LR, qui préfèrent taper sur la France plutôt que de taper sur l'Union européenne, qui est le vrai coupable et le vrai responsable. Vauquier l'a fait hier. Il a dit, dans une vidéo, je suis allé voir plein d'agriculteurs, ils m'ont dit que le problème des agriculteurs, c'était un problème de normes et de surtransposition. En fait, vous discutez avec des agriculteurs, ils vous disent que c'est un problème de prix, de revenus et de normes, mais les normes sont européennes. Donc, ces gens lamentent, ils désinforment, c'est extrêmement grave. Voilà, c'est extrêmement grave parce qu'on n'a pas accès à l'information là-dessus. Une fois qu'on a fait le constat, histoire de conclure cette émission justement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose, comment est-ce qu'on sort du capitalisme du désastre? Je repose la question autrement. On enlève Bruno Le Maire, on met Philippe Murer. Il fait quoi? Tout de suite, là, maintenant, en partant bien sûr du postulat qu'il n'a pas les mains liées, c'est un scénario fictif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour relancer la croissance, mettre fin à l'inflation et enfin mettre Vladimir Poutine à genoux? Alors, le but est-il de mettre Vladimir? Non, mais bien sûr que non. Alors, comment on fait en sorte que les Français retrouvent leur pouvoir d'achat d'une époque où ils étaient 2 fois plus imposés? Alors, marché européen de l'électricité, c'est très simple. Théoriquement, on n'a pas le droit d'en sortir. L'Espagne étant sortie du marché européen de l'électricité, moi, si j'étais à la place de Bruno Le Maire, j'irais à la télévision, puisque on leur a dit qu'il fallait... Alors, j'irais d'abord voir von der Leyen... Première réforme, voilà, on les fait dans l'ordre. Première réforme, les 10, marché européen de l'électricité. On paye 6... En fait, le prix de revient de l'électricité française, c'est 6 centimes d'euros par kilowattheure. OK. C'était vendu il y a 10 ans à 12 centimes. C'est toujours le même prix de revient. Maintenant, c'est vendu 25. Donc déjà, première réforme, on sort du marché européen de l'électricité. On passe de 6 à 12 centimes. On divise par 2 le prix de l'électricité. Okay. Ça, je le garantis, on peut le faire. Et les Espagnols vous ont montré qu'il ne se passera rien. D'ailleurs, l'Espagne va beaucoup mieux que la France et que les autres pays européens grâce à ça. Comme par hasard, il y a de la croissance en Espagne alors qu'il n'y en a pas dans les autres pays à cause de ces prix. Donc là, c'est immédiat, on sort du marché européen. Ça, on peut le faire sans sortir de l'Union européenne. Il suffit d'aller voir von der Leyen en disant, écoutez, maintenant, on sort du marché européen de l'électricité. Déjà, il faut lui demander, vous êtes qui? C'est clair. Et si elle dit non, c'est très simple. Le ministre de l'économie, il a qu'à aller devant la télévision en disant, la France a décidé de sortir du marché européen de l'électricité. L'Espagne l'a fait, elle l'a très bien fait. Vous avez des problèmes d'argent, de fin de mois. On n'a pas envie de tuer les Français économiquement, le pouvoir d'achat. Donc, on sort du marché européen de l'électricité. On fait moins 40% sur les prix de l'électricité. Et là, l'Union européenne ne pourra pas se dévoiler et dire non, c'est pas bien ce que vous faites, on va vous empêcher.
Donc, vous les mettez face à leurs contradictions. Marché européen de l'électricité. Deuxième chose à faire fondamentale, sortir de l'Union européenne pour devenir des gens indépendants. Avoir notre propre monnaie à gérer. Donc sortir de l'euro, triple sortie. Ah oui, sortie de l'euro immédiate, de toute manière, parce que l'Union européenne vous tient par l'euro. Je veux dire, vous n'êtes pas indépendant pour que les gens comprennent. Imaginez que vous êtes dans un divorce avec votre femme et que c'est votre femme qui gère votre compte bancaire. Est-ce que vous pensez que ça va bien se passer pour vous? Bah non. Parce que c'est votre femme qui va pouvoir vous couper les vivres à tout instant. Alors moi, étant donné comment je gère ça, peut-être que oui, mais c'est très particulier. Mais bon, c'est particulier. Mais voilà, on sera pas dans les détails. Voilà, c'est pas pour tout le monde. Mais n'empêche que si vous arriviez près du divorce, c'est pas bon que votre femme gère votre compte bancaire. Non. Donc si la France est autour du divorce avec l'Union européenne, parce qu'il faut en sortir, il faut tout de suite récupérer la monnaie pour être indépendant. Première chose. On fixe le taux de l'euro à un niveau qui va bien avec le reste de la politique économique. Pas du tout sûr. Donc de l'euro, du nouveau franc. Du nouveau franc, pardon. On fait 1 euro égale 1 franc. Rien ne change. 1 euro égale 1 franc. Vous fermez les banques le week-end, le vendredi soir. Le lundi matin, tout le monde est en euros pour tout. Toutes vos dettes sont en euros. Vous aviez 10 000 euros de dette, c'est 10 000 francs de dette. Vous aviez 2 000 euros de salaire, c'est 2 000 francs de salaire. Vous payez 500 euros de loyer, 500 francs de loyer. Votre café, vous l'achetiez 2,80 €, vous l'achèterez 2,80 francs. Parce qu'on ne change pas la parité comme la dernière fois. Donc, il n'y a personne qui peut gruger, faire monter les prix. Il n'y a rien qui change. Et la dette de l'État français, comme quand on est passé de l'euro au franc, du franc à l'euro, elle n'a pas bougé. Elle ne bougera pas. Qu'est-ce que vous répondez à ceux aux arguments classiques de ceux qui vous disent c'est pas vrai, une grande partie de la dette française est libellée en euros et même avec votre parité à la confiance des marchés fera que votre dette elle va exploser. Ah non, parce que la dette française, quand elle était libellée en francs avant l'euro, quand on est passé à l'euro, automatiquement, par le biais de la Lex Monetae, c'est la Banque de France qui l'explique, elle est passée en euros. Et là, elle repassera en francs. Exactement le même montant. C'était exactement le même montant par rapport au PIB, le même montant. Donc, il n'y avait aucun changement. Et donc, quand on va faire le trajet en sens inverse, il n'y aura absolument aucun changement pour la dette de l'État et pour la dette des entreprises. Le seul changement qu'il y aurait, c'est s'il y a des gens qui ont fait de la dette en euros avec une loi étrangère. Ce qui est le cas de 1 millième de pourcent, quoi. Ok. Voilà. Mais on est bien d'accord, Philippe Murer, que si vous voulez sortir de l'euro, c'est pas pour le principe de sortir de l'euro, c'est ensuite pour faire une politique de dévaluation ou autre. Le but, c'est pas de maintenir le 1-1. Donc là, les arguments des contradicteurs rentrent. Effectivement, si on sort et qu'on dit on change juste le titre, ça s'appelle plus de l'euro, ça s'appelle des francs, ok. 1 euro égale 1 franc au départ. Mais aussi, on va y toucher. Et là, il y aura des problèmes. Ah non, après, alors 1 euro égale 1 franc. Après, tous les pays du monde ont leur monnaie. Même Madagascar, qui est un pays extrêmement pauvre, extrêmement pas très bien géré, qui s'insère mal dans la mondialisation économique, sa monnaie, elle la gère très bien. Et d'ailleurs, le franc existe toujours théoriquement. On est d'accord, non? Il existe tout. C'est-à-dire que c'est un système européen des banques centrales, donc c'est un peu compliqué. On va pas. C'est-à-dire que la Banque de France existe toujours. On n'a pas détruit les banques centrales nationales. Tant mieux pour nous. On a encore l'outil de la Banque de France pour gérer, au lieu de l'euro, gérer le franc. On a toutes les équipes pour faire ça. Donc, pourquoi on le veut déjà? Parce que après, une fois qu'on est indépendant financièrement, qu'on a notre monnaie, on a retrouvé le franc, on ne dépend pas de la Banque centrale européenne, on est maître du jeu par rapport à l'Europe. Tant qu'on a l'euro et qu'ils peuvent nous couper les vifs comme ils l'ont fait à Tsipras, qu'ils peuvent couper les vifs comme ils l'ont fait à Salvini. Ils avaient fait monter le taux de la dette italienne au plafond en 2018. Le gouvernement M5S Salvini a été obligé de refaire 3 fois son budget. C'est ça la Banque centrale européenne qu'elle vous fait quand elle gère l'euro. Si vous n'êtes pas gentil avec elle, avec l'Union européenne, vous avez des problèmes. Donc, pour ne pas avoir ce problème-là, être maître du jeu, on reprend notre monnaie, le franc. Ensuite, l'euro, on le gérera à des niveaux, au niveau qu'il faudra. Ça dépendra du moment pour pouvoir avoir plus de croissance dans l'industrie, très clairement, et dans l'agriculture. Pas sûr qu'aujourd'hui, il faille baisser le prix de l'euro, ce n'est pas le sujet principal. Marché européen de l'électricité, avoir un gaz moins cher en sortant du marché européen du gaz et de tous les trucs. Énergie moins chère, déjà, vous mettez un énorme coup de boost à l'économie. Imaginez si chacun divise par 2 le prix de ses factures. Non, mais on est d'accord. Les ménages ont de la consommation. Toutes les entreprises, à ce moment-là, sont pas chères et 2 fois moins chères que l'Allemagne. Je peux vous dire que toutes les boîtes allemandes, elles vont venir en France parce que leur électricité, elle sera à 30 ou 40 centimes. Et eux, ils ne peuvent pas s'en sortir parce que c'est le vrai prix de leur électricité. Mais c'était déjà le cas, ils iraient déjà en Espagne, non? Pardon? Ils iraient déjà en Espagne. Non, parce qu'en France, grâce au nucléaire, on a une électricité beaucoup moins chère que tous les autres. Et on ne dépend pas des énergies fossiles. Donc, c'est fondamental. Troisième chose, il faut ensuite
redévelopper l'industrie et l'agriculture, fondamental, pour avoir On est la à souveraineté alimentaire. 5% du PIB, un truc comme ça en industrie, je crois. On est à 11% du PIB comme l'Angleterre. Ah ouais. et Ah ouais. ça dépend des mesures qu'on prend. Ouais, Mais j'avais on est entendu comme 5-7. moi. On est au même au niveau Ouais, que l'Angleterre et oui. les États-Unis. Ouais. Donc voilà, c'est pas bon, mais c'est pas non plus les gens qui disent oui, la France c'est le pire. Non, Angleterre et les États-Unis, même problème que la France. Est-ce que le fait qu'on ait fait rentrer le trafic de drogue dans le calcul du PIB joue? Ouais, peut-être. Oui, c'est vrai que Ah oui, y a c'est eu vrai. toute une statistique pour mettre le trafic de drogue dans les chiffres du PIB. C'est une demande européenne de 2014, une loi européenne de 2014. Franchement, je l'ai jamais vu dans les comptes. Et je sais qu'ils l'ont demandé. Est-ce que c'est fait? Prostitution, trafic de drogue? Effectivement, c'est une demande. J'avais tous les documents, je peux les retrouver. C'est des lois européennes qui l'ont imposé. Mais on n'en parle jamais. Donc je ne sais pas. Ça doit être quand même relativement limité, puisque je pense que le trafic de drogue n'est pas trop déclaré. Oui, à mon avis. Oui, Ouais, c'est vrai. comment le juger ou comment l'évaluer, c'est difficile. Ouais. Donc l'autre chose, c'est de relancer l'industrie et l'agriculture. Donc, la première chose, c'est qu'il faut mettre du protectionnisme intelligent, mais progressivement. Il ne faut pas mettre des droits de douane de 20% avec la Chine d'un coup, etc. Comme des bourrins, parce Il faut que. le faire progressivement. Il faut le faire sur le marché automobile, par exemple, principalement, ce qui va permettre d'éviter d'être envahi par le véhicule électrique chinois et avoir une production nationale. Il faut aussi, alors là, ça ne coûte rien pour protéger l'industrie, marquer correctement les produits. L'Union européenne interdit l'étiquetage des produits. Ça, c'est vrai que si des gens veulent simplement consommer français par patriotisme, pourquoi alors les empêcher de le faire? Sauf qu'en fait, l'Union européenne interdit cela. À part pour les fruits et légumes où c'est autorisé, et vous le voyez dans vos magasins, par exemple, c'est pour ça que vous avez des huiles d'olive produites dans l'Union européenne et hors de l'Union européenne. C'est parce que l'Union européenne a mis toute une série de lois et de directives en place pour empêcher les États d'obliger un étiquetage propre et clair. Donc, il n'y a que des labels indépendants comme l'Origine France Garantie qui sont très compliqués à mettre en œuvre, qui sont possibles. Et c'est optionnel. Donc, on garantira un étiquetage. Donc, quand le Français ira acheter un pot de miel, par exemple, il verra que ce miel, il vient de France. Et il ne vient pas d'Ukraine ou de Chine. Quand il a racheté de la tomate concentrée, il y aura un petit drapeau français qui dira Mais ça s'il vient de a France envie, il peut le et pas faire. de Chine. Et si c'est fabriqué dans plein de pays différents, on imposera aux marques de mettre les 10 pays et les 10 drapeaux différents avec les pourcentages. Et si la boîte nous emmerde en disant on ne sait pas où c'est fabriqué, mettez 30% avec un grand point d'interrogation. Les gens sauront qu'ils savent même Ça pas va où bien c'est rassurer les gens. Mettez une tête de mort comme Ça logo. va Voilà. tout les calmer. Peut-être. Donc ça va être. Mais juste par contre sur l'aspect juste protectionnisme intelligent, Ça, c'est du protectionnisme. déjà. oui, mais Ouais. par exemple sur les droits de douane. Et on va les augmenter Qu'est-ce progressivement. que vous répondez à Donald Trump qui disait l'autre jour Emmanuel Macron a dit attention, je vais augmenter les droits de douane de 2 ou 3% sur Non, un truc. C'était les taux d'impôt des GAFA. Ah, c'était ça. Parce qu'il dit oui, demain. Bah, ok, vous faites ça à Donald Trump, il vient vous voir, il dit c'est très bien, monsieur le nouveau ministre de l'économie, mais demain, le camembert, il est à 25. No, you cannot do that, Donald. Donald Trump se moque d'Emmanuel Macron lors d'un meeting dans l'Iowa en citant une conversation qu'ils ont eue en 2019 lors de tensions commerciales entre la France et les États-Unis. I called up the head of France, Macron. You know Macron? He's a very nice guy. I said, Emmanuel, how are you? He said, fine. I said, I heard you're going to charge American companies 25% to do things in Mexico. Who else are you doing? Well, nobody yet, but we will do other. I said, no, but you're not going to do it, Emmanuel. You're not going to. No, Donald, it has already passed. I said, well, you better unpass it, because if you don't unpass it, you're going to pay a 100% tariff on all wines and champagnes that are shipped into the United States starting tonight. No, you cannot do that, Donald. I said, I can do that. In fact, I'm just signing it right now. No. Okay, Donald, look, okay, I'm not going to charge. We're not going to do it. That was the end of it, Mike. That was the end of it. Tout le mauvais côté de Trump, franchement, impérialisme américain. Parce que Oui, mais il va le faire. Et Biden le ferait aussi. il va le faire, ouais. Alors déjà, Et les Chinois le font déjà aussi. le problème n'est pas par rapport aux produits américains, il est par rapport aux produits des pays à bas salaire, de l'Ukraine, de l'Est de l'Europe et des pays à bas salaire comme la Chine, l'Inde, même si la Chine, les salaires sont même qu'un tiers de la France encore, du Vietnam, etc. Donc c'est par rapport à ces pays-là qu'on a un vrai sujet. Donc là, on mettra des droits de douane progressifs. Vous savez, si les pays commencent à gueuler et nous dire non, on leur dira tout simplement, vous savez, on a le droit d'exister. On a le droit d'avoir un équilibre de notre balance commerciale avec vous-même. Il n'y a pas que vous qui avez le droit d'avoir de l'industrie. La France a le droit d'avoir de l'industrie. On veut un équilibre des balances commerciales. C'est d'ailleurs le problème de la charte de la Havane que les Américains ont refusé de ratifier, qui prévoyait que le système économique mondial se ferait avec des prix des monnaies ajustés pour que tout le monde soit en équilibre commercial. La fameuse charte de la Havane dont nous parlait Philippe Grégoire d'ailleurs et qui vante comme modèle pour l'agriculture. C'est un très bon modèle, quoi. Mais effectivement, mais il faut que tous les pays soient d'accord, c'est ça, ou en tout cas tous les grands pays. Et les Américains, comme d'habitude, ont dit oui, on est d'accord par leur président,
et le Congrès a refusé de ratifier, et donc tout le monde s'est fait avoir. Bien sûr, comme à chaque fois. Comme à chaque fois, tout le Le monde. président a dit oui, cool, Dradlam, démocratie. Oh, pas de chance, Congrès dit non. Oh, zut, je voulais faire, tant pis. Autre chose fondamentale, doubler, on va avoir un problème d'énergie à l'avenir. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème sur le pétrole. Ah, parce qu'il n'y en a pas un maintenant, là? Alors, il y a non, pour le moment, ça va. Mais le Ah, pétrole, merde. Le pétrole, en fait, il faut comprendre Ah que oui. la consommation de pétrole, c'est la même depuis 4 ans. Elle n'augmente plus à cause de toutes les mesures qui sont prises sur la transition énergétique. Mais en fait, il n'y a plus beaucoup de pétrole disponible dans le monde. Je sais que tout le monde va me dire, tu racontes n'importe quoi, etc. Moi, j'en suis convaincu. Pourquoi? Première explication, depuis 2008, le niveau de pétrole conventionnel qu'on exploite, c'est-à-dire la majeure partie, est stable. Et pourtant, c'est le moins cher à trouver. C'est celui qui coûte 10, 20 dollars, 30 dollars à trouver. Et cette production est stable parce qu'elle n'augmente pas. On arrive à augmenter la production de pétrole pour la mettre en lien avec la consommation depuis 15 ans, uniquement avec du pétrole de schiste américain, dont les réserves sont relativement C'est-à-dire que faibles. sans le pétrole de schiste, en fait, on ne pourrait pas continuer à faire tourner autant. Ah, mais là, sans le pétrole de schiste, ça ne marchera pas. Il faut quand même. C'est marrant parce que D'accord. les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole. Grâce au pétrole de schiste. Ils ont dépassé, mais très largement, l'Arabie Saoudite. Du pétrole de schiste aussi. Sur le gaz, ils sont énormes, mais sur le pétrole de schiste, ils sont absolument énormes. Et c'est les États-Unis qui assurent l'équilibre pétrolier de la planète. D'accord. Clairement. Depuis 10 ans, il n'y a qu'eux qui augmentent leur production de pétrole et qui permettent qu'on ait assez de pétrole. Alors, on aura toujours assez de pétrole, hein, ceci dit. Simplement, ça dépend du prix. Au bout d'un moment... on aura toujours assez de pétrole. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que ça dépendra du prix. C'est-à-dire que le mécanisme, c'est qu'à un moment donné, on va arriver au peak oil, c'est-à-dire au moment où, en fait, on ne pourra plus augmenter la production de pétrole. Et on n'en est pas loin. Moi, j'ai vu un message interne de l'Institut français du pétrole qui en parle pour 2025. On n'est jamais sûr de la date à un an près. J'ai vu aussi l'Arabie Saoudite qui a dit « Je peux augmenter la production de pétrole de 1 million de barils de jour et après c'est terminé, je ne peux plus l'augmenter. » Je ne me rends pas compte si c'est beaucoup. Bah, c'est-à-dire qu'ils peuvent augmenter de 10% leur production, c'est tout. Après, Ok. c'est terminé. Ils sont quasiment au maximum de leur production. Ils ont expliqué ça l'année dernière à Reuters. Il y a aussi un article très intéressant sur le journal économique belge l'écho.be où plein de gens qui ont travaillé au plus haut niveau dans le secteur pétrolier, des responsables de l'exploitation, des responsables de la production ou de Technip, de Total, Fina, etc., disent attention, il va y avoir dans pas très longtemps un pic pétrolier. Donc il faut s'y préparer. Parce que qu'est-ce qui se passe quand la consommation de pétrole baisse? À ce moment-là, il faut que les prix explosent tellement fortement que les gens réduisent leur consommation. Vous voyez, donc ça veut dire que le pétrole, il peut doubler ou tripler, passer à 300 dollars le baril. Donc il faut être prêt à ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'on ne manquera jamais de pétrole. De toute façon, le pétrole, s'il commence à manquer, on baisse en termes de production, eh bien, et que la consommation est contrainte, la consommation sera contrainte par les prix. En fait, les gens chaufferont moins. Oui, mais à un moment, il n'y en aura plus de pétrole. Oui, mais ça mettra beaucoup de temps. Ok. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on aura dépensé la moitié des réserves de pétrole mondiales, c'est la théorie de Huber qui s'est vérifiée aux États-Unis, à ce moment-là, automatiquement, la production baissera doucement. Elle commencera à baisser doucement et de plus en plus vite, à un moment donné. Donc, en fait, on manquera de pétrole à un moment donné, certes, mais avant ça, les prix auront explosé et l'Occident se passera de pétrole à ce moment-là. Ok. Donc, c'est un risque énorme parce que si le prix du pétrole fait x3, vous comprenez que dans votre vie quotidienne, il y a une inflation totale et puis les gens ne peuvent plus se chauffer, se déplacer facilement. Ça pose des problèmes gigantesques. Quelqu'un qui est sérieux va faire quoi? En fait, un ministre sérieux, il doit se dire une politique énergétique, c'est sur 20 ans. Donc, il faut qu'on prépare la politique énergétique de la France sur 20 ans. Il y a une chose très simple, les éoliennes et les panneaux solaires, ce n'est pas une solution puisqu'ils ne produisent que la moitié du temps quand il y a du beau temps et du vent. Et l'autre moitié du temps, il faut des énergies fossiles. Donc, ça ne sert pas à grand-chose à part à produire de l'hydrogène. Ceci dit, comme les Français sont contre, je pense qu'il faut un peu laisser tomber les panneaux solaires et les éoliennes ou au moins faire un référendum pour que les Français tranchent eux-mêmes, décident ce qu'ils veulent faire. C'est le nucléaire qui est l'avenir, très clairement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la moitié, grosso modo, de notre production utile d'énergie et de notre consommation utile d'énergie, c'est le nucléaire. Voilà. Okay. Pratiquement la moitié. C'est l'électricité, donc 40% le nucléaire. Ce qu'il faut, c'est doubler le nombre de centrales nucléaires. Voilà. Faire un grand plan sur 20 ans. Mesmer l'avait fait en 1973. En 20 ans, on a construit toutes les centrales nucléaires françaises. On est passé d'une énergie qui était faite principalement à base de fioul lourd et de charbon à une énergie faite à partir de nucléaire. On est capable de refaire la même chose et de remplacer. Donc là, c'est énormément d'argent
investi par EDF, mais aussi énormément d'activités économiques, énormément de prospérité pour la France. Et puis le fait qu'on ne dépende plus de l'extérieur, qu'on produise nous-mêmes l'énergie chez nous, pas cher. Voilà, donc un grand plan là-dessus et des grands plans aussi pour l'avenir sur l'avion hydrogène. On est les numéros 1 mondiaux de l'aviation avec Airbus, très clairement. Il faut qu'on le reste et pas que la Chine le devienne à notre place. L'industrie aéronautique française dit en 10 ans, on est capable de faire des moteurs de jet à hydrogène et donc on est capable de faire fonctionner les avions hydrogène. Plutôt que d'interdire aux gens de faire des voyages en avion, comme le veulent de plus en plus de gens, Jean Covici, l'Europe Écologie des Verts, limitons-les peut-être un peu, mais surtout, produisons des avions hydrogène. Cet hydrogène, il est produit à partir de l'électricité nucléaire. Tout ça sans CO2. Formidable. Que la France soit le premier à le faire. Mettre tous les moyens en place pour qu'Airbus puisse le faire. Équipe les aéroports de stations à hydrogène pour les délivrer, de production d'hydrogène dans les départements. Ça fait de la richesse. Pareil, le train à hydrogène, parce que l'hydrogène, c'est aussi une énergie du futur en plus de l'électricité. Tous les trains diesel qui circulent sur les petites lignes en France, poum, dans les 10 ans, en fait, on commande à Alstom tout ce qu'il faut pour qu'on ait des trains à hydrogène qui roulent partout et qu'il n'y ait plus un train diesel, les TER, etc. Vous voyez, et ça, on fait fabriquer en France. En plus, on impose que tout soit fabriqué en France ou le maximum en France. Donc là, on redéveloppe à fond l'économie française, mais en plus, on fait de l'écologie. Avion à hydrogène, train à hydrogène. Pour la voiture, on verra, voiture électrique ou à hydrogène aussi, on peut développer la voiture à hydrogène, il y a plein de choses à faire, même si la voiture électrique a des avantages, mais des inconvénients. Et on met un très grand plan de relance à partir de l'état stratège et de la planification. On crée des emplois, on crée de l'industrie, on recrée de l'industrie et un savoir-faire français assez unique sur ces sujets, en pointe en tout cas. Et ça nous permet de relancer l'économie française. Après, il y a beaucoup d'autres... C'est-à-dire que même si on relançait l'industrie, pensez qu'aujourd'hui, on serait contraint, on serait obligé de s'orienter vers un modèle, on va dire, de technologie de pointe, et qu'un certain nombre de choses qu'on a perdues, comme le textile, comme des choses qui... La concurrence est telle que, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Même si on réindustrialisait, on serait obligé de réindustrialiser sur de la pointe. Il y a des choses qui sont perdues, genre le textile. C'est pas perdu. Là, j'ai vu un reportage. D'ailleurs, moi, je pense aller peut-être acheter des jeans chez ces gens-là, chez des jeunes Français. Il y avait un reportage sur Arte de ces jeunes Français qui travaillent depuis des années à mettre en place de la production textile et des jeans qui vendent à 130 €, finalement. Alors, c'est des jeans faits en France, de façon extrêmement respectueuse de l'environnement, très intelligemment et de qualité. Franchement, ça vaut le coup, plutôt d'acheter des jeans de marque à 150 ou 200 € qui durent 2 ans et que vous devez jeter, quoi. Donc, si vous étiquetez bien, là, vous allez relancer. Alors, peut-être pour le textile, plus le luxe ou certaines choses. Voilà, c'est ça. Plus le luxe ou vraiment le moyen haut de gamme, quoi. Voilà, des jeans à 100 €. Il y a des possibilités, mais c'est pas là-dessus que je mettrais le plus. C'est plutôt sur de la pointe, sur l'automobile aussi. Il faut faire revenir l'automobile en France, parce que ça, c'est quand même une industrie qui génère un énorme écosystème derrière industriel. Donc, c'est une industrie qui permet les autres industries. Oui. Parce qu'avec l'automobile, vous avez les fonderies, etc. Les gens, puis les gens qui sont des équipementiers automobiles, ils peuvent se diversifier sur d'autres activités. Donc, c'est fondamental. Voilà, donc plutôt l'industrie de pointe, relancer ça à fond, mais surtout mettre l'accent sur l'industrie, très clairement. D'accord. Voilà. Donc là, avec ça, on a quelque chose. On peut déjà commencer à relancer. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, je n'ai pas préparé pour l'entretien un plan de relance gouvernemental. J'avais dit 10 tout à l'heure, c'est théorique, c'était pas du tout. On va pas faire 10, c'était juste les grandes choses qu'il faudrait faire, les priorités. Protectionnisme intelligent, mais progressif pour pas s'engueuler avec les autres pays. État stratège, planification, ce qui nous a réussi. Et aussi la sortie de l'euro pour avoir le franc. Et là, on peut faire des choses formidables. Et puis, définanciarisation. Ah ouais, défoncer la finance. Bien sûr. Je suis un ancien financier, mais il faut la défoncer, c'est clair. Je vais vous dire, parce que la finance... Ça veut dire quoi, définanciarisation? Parce que le passé de FNE2, alors moi j'ai l'impression d'entendre un discours d'amis anarchistes. Et pourtant, moi j'ai travaillé dans la finance. Mais franchement, la finance travaille... Sortir quoi du capital? La finance qui produit de la richesse, c'est celle qui permet d'équiper, d'investir aux patrons d'entreprises ou aux Français d'acheter son appartement ou de faire construire sa maison. Ça, c'est utile, on le garde. Le capital risque, c'est-à-dire la finance qui permet de faire investir aux jeunes qui investissent dans une entreprise, aux créateurs d'entreprises, aux startups, aux entreprises de taille moyenne, de se développer, ça, on met à fond. Avec quelques petites astuces, par exemple, 1% de l'assurance vie qui va dans le capital risque, c'est 15 milliards qui vont dans le capital risque. Vu qu'il y a un énorme avantage fiscal sur l'assurance vie, on peut demander aux gens de mettre
1%, 15 milliards dans le capital risque. Et ça va permettre à la France aussi de se développer et d'innover, très clairement. C'est de l'économie réelle, quoi. Avec l'État qui régulera pour pas que les gens se fassent avoir par les boîtes de capital risque, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et surtout, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire aux banques, c'est très simple. BNP, Société Générale, vous êtes alimenté par la Banque de France. Donc déjà, les banquiers, vous n'allez pas faire les malins et donner des conseils à l'État. Vous êtes en dessous de l'État et vous êtes au service des Français. Fondamental. Il faut comprendre que les banquiers ont énormément d'avantages. Donc on va leur dire, voilà, maintenant vous financez, quand vous financez l'économie réelle et pas les marchés financiers. Les marchés financiers, on s'en fout. Il n'y a que les 1% les plus riches qui en ont besoin. On peut interdire aux banques? Non, on leur interdit rien. Mais on met ce qu'on faisait avant dans les années 60-70, qu'avaient inventé les gaullistes, en fait. On met des taux de réserve obligatoires, c'est-à-dire que les banques, quand elles prêtent au marché financier, elles mettent plein de fonds propres de côté. Donc, elles ne sont pas contentes. Quand elles prêtent à l'entreprise industrielle ou à l'entreprise du coin ou au gros groupe industriel, elles ont très peu d'argent à mettre de côté de fonds propres. Donc, naturellement... La prise de risque devient moins grande. Exactement. Donc, en fait, on met l'argent, on leur dit, vous allez investir dans ce secteur plutôt, pour les entreprises créatrices de valeur. Vous pouvez acheter du Goldman Sachs. Ah, vous pouvez faire ça. Et ça vous coûte 80% de ce que vous mettez. Exactement. Vous pouvez investir dans le jean français, ça vous coûte 15%. Exactement. Okay. Et après, c'est elles qui choisissent qui est le bon chef d'entreprise où il faut investir, etc. L'État s'en mêle pas. Tant que c'est français. Mais on dirige vers la création de richesses réelles et pas vers la finance qui profite quelques-uns. Et là, vous définanciarisez. Autre chose, vous interdisez les LBO. Alors ça, c'est... J'aime pas le mot interdiction. C'est-à-dire le fait que des entreprises, des grands fonds financiers viennent acheter des entreprises de 500 personnes, 1000 personnes et avec énormément d'endettement financier. Ce qui fait derrière, elles se payent sur la bête, elles détruisent la boîte de l'intérieur, pour rembourser leur propre dette. Rembourser la dette. Donc ça, interdit, fini. Il y en a. C'est-à-dire, en gros, si vous n'êtes pas de taille équivalente, vous oubliez, vous rachetez pas. Vous rachetez pas avec de l'endettement. On va éviter que interdire à une entreprise endettée d'acheter une entreprise. Ah non, pas une entreprise endettée, c'est des fonds financiers qui, en fait, mettent, par exemple, ils font des fonds où ils mettent 1 milliard d'euros de cash et ils prennent 3 milliards d'euros de dette. Et avec ça, donc, c'est hyper endetté, ces fonds financiers. Et ils dépassent les entreprises où ils pressurent les salariés pour se faire rembourser. Donc, ils détruisent les boîtes de l'intérieur, ils financiarisent. Ça, interdit. J'aime pas l'interdire, mais ça, il faut l'interdire. Moi, je préfère 10 fois que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des familles qui viennent acheter des entreprises plutôt que des fonds financiers qui vont les dépecer. Beaucoup plus intéressant. Ou des jeunes qui seront aidés par le capital risque français, etc. Donc, définanciarisation par ça, fin des stock options aussi. Sauf pour les startups. Parce que les stock options ont pourri et financiarisé les entreprises. C'est pour ça que Boeing est incapable de fabriquer un avion maintenant. Boeing, à cause des stock options et du fait qu'il obéisse à Wall Street et pas aux ingénieurs. Comment ça se passe? Vous avez vu que Boeing, en fait, la dernière fois, le dernier, le 737 MAX, il est tombé 2 fois. Il y a 2 avions qui sont tombés avec 150 personnes à bord. Ils ont arrêté pendant 2 ans la fabrication. Des dizaines de milliards de pertes. Là, récemment, il y a une porte qui a été arrachée parce qu'ils avaient mal mis des vis. Ils avaient oublié des vis ou desserré des vis, pas assez serré des vis. Et il y a quelques mois, il n'y a pas eu d'accident, mais il y a l'agence américaine qui a dit non, mais il y a un problème. En fait, les vis, les trous sont mal faits dans les portes, donc ça ne peut pas tenir. On en est là. C'est la faute des stock options. Parce qu'en fait, ce ne sont plus les ingénieurs du tout. Il n'y a plus aucun ingénieur au bord de Boeing. Alors, ils ont essayé de récupérer ça depuis 1 ou 2 ans. Tout ce qui compte, c'est de faire du fric au max avec Boeing et pas de faire de la production d'avions. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent plus à produire des avions. On ne met pas à la tête de Boeing un financier et que des financiers. Puis un financier, pas de problème, mais que des financiers. Et qu'est-ce qui s'est passé pour le 737 MAX? Pourquoi cet avion est tombé? C'est tout à fait clair. Il y a des ingénieurs de Boeing qui disaient nous, on leur a dit, puisque Airbus lance tel avion et qu'on veut faire la concurrence avec tel moteur, ces moteurs sont trop gros, ils sont très performants, mais il nous faut changer le fuselage, la carlingue de l'avion. Boeing a dit non, c'est trop cher, on veut distribuer de l'argent à Wall Street, donc on ne change pas le fuselage, même si on pourrait le faire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis l'ancien fuselage avec les moteurs, mais l'avion n'était pas stable intrinsèquement. Donc, ils ont mis des lignes de code logiciel pour faire que l'avion tienne en l'air. Un peu comme le F-35 d'ailleurs, qui ne tient pas plus en l'air que le Boeing 737. Voilà pourquoi, dès qu'il y a un bug logiciel, l'avion tombe. Voilà. Et donc, c'est les financiers qui détruisent les boîtes de l'intérieur. Donc, fin des stock options pour les grandes entreprises, ça c'est chaud, parce qu'il va falloir le gérer intelligemment, parce que les multinationales ne vont pas être contentes. Mais ça, c'est une très bonne chose à faire.
Ça va permettre d'avoir des vrais PDG qui font de la croissance à long terme pour la boîte et pas des gens qui font monter les cours de bourse, qui prennent 10 millions et qui se barrent. Ouais. Genre, premier exemple, Thierry Breton avec Atos. Voilà. Voilà. Il a flingué Atos, il a pris des millions et des millions et des millions de stock options de Boniface Topo et il est parti. Donc, il nous faut plus ça, juste les stock options, c'est-à-dire le fait d'être payé en actions potentiellement avec des options sur actions, oui, pour les jeunes entreprises qui se montent. Parce que là, c'est normal. Mais au-dessus, non. Mais pas pour les très grandes entreprises. Okay, Et là, interdit. ça va définanciariser. Et là, je peux vous dire que le changement de vie pour les Français, il va être gigantesque. Ça ne sera pas des cons de financiers qui vont gérer toutes les boîtes. Qui est un financier, oui, mais ce n'est pas eux qui vont diriger les boîtes. Et si vous discutez avec les gens qui travaillent dans les entreprises privées, c'est devenu l'enfer. Les financiers dirigent tout et c'est dirigé n'importe comment, quoi. Et ça fait des catastrophes. Ouais, ça, c'est killer, et puis voilà. Plus de LBO, donc on va arrêter de détruire des belles entreprises françaises. J'en connais plein qui se sont fait détruire par les LBO. On va permettre de les conserver, de les développer. Et donc voilà. Et en plus, les banques qui vont financer, c'est principalement l'économie réelle, industrielle. Ça me semble être un microcosme assez séduisant. Et dernière chose, taux d'impôt sur les sociétés. Si vous le distribuez en dividende, vous payez plus d'impôts que si vous le réinvestissez dans l'entreprise pour que les boîtes réinvestissent. Okay. Ce qui était le cas avant, ce qui est plus le cas. Il faut remettre 10 points d'écart pour que les patrons... Plus intérêt à refinancer vraiment pour du concret pour la société plutôt que de réinvestir dans l'entreprise, laisser l'argent à l'entreprise pour la financer plutôt que se tirer des dividendes. Et après, une fois que vous avez ça, ben voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut pour relancer l'économie française. Bon, après, il y a beaucoup d'autres sujets qui ne fonctionnent pas. Il faut relancer l'éducation nationale aussi. Oui, bien sûr. Là, on avait centré sur l'économie. Sur l'économie, franchement, on peut s'en sortir. Par contre, dans l'Union européenne, on va mourir. On va continuer la catastrophe. Et le pire, c'est que comme ça va aller de plus en plus mal pour l'économie française. Et tout le monde le voit aujourd'hui que ça va de plus en plus mal, que le pouvoir d'achat baisse. Sauf le mec qui la dirige. Ouais, exactement. Bruno Le Maire qui fait semblant de ne pas le voir. Voilà. Mais tout le monde le voit. Ben, comment ils vont le cacher, ça? Ce qu'il faut bien comprendre. La seule manière de le cacher, c'est en vous contrôlant, en vous censurant, en mettant la monnaie numérique pour conserver leurs privilèges. Ou autre possibilité pour cacher leurs crimes, faire une guerre. Donc je vais vous dire, on a tous intérêt à virer tous ces jobards comme Bruno Le Maire, Macron, etc., avant qu'ils nous entraînent dans l'abîme, la guerre, le contrôle numérique, etc. C'est vraiment pour demain, sinon. Merci d'être venu nous voir. Merci Grégory pour l'invitation. Et on a vu à la fin de cet entretien qu'on avait plein d'autres sujets qu'on pourra réaborder cette saison, notamment le sujet de l'écologie. Pourquoi pas une émission spécialisée sur ce sujet Pourquoi pas, mais là c'est tellement dur que... Oui, c'est sûr. Là, j'en ai parlé de l'écologie. Oui. L'avion hydrogène, le train hydrogène. Mais là, par exemple, sur les agriculteurs, ils sont tellement mal. Exactement, c'est aussi une question. Pour faire de l'agriculture écologique, il faut encore avoir des agriculteurs. Donc, le premier truc, c'est de sauver nos agriculteurs avant de faire de l'écologie. C'est-à-dire qu'on va tellement mal par rapport à il y a 4 ans, quand j'ai sorti ce bouquin, qu'il y a certaines choses qu'on ne peut même plus faire. Il faut 2-3 ans pour remonter les agriculteurs, leur donner un bol d'oxygène avant d'envisager de faire des choses avec eux. Parce que le but, c'est pas de tuer les agriculteurs, c'est d'abord de les faire vivre et après, on bosse ensemble. Voilà. Eh ben, on aura peut-être l'occasion, pourquoi pas, de faire... on aura l'occasion de faire un autre entretien et pourquoi pas sur cet ouvrage, justement. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci à la régie, merci à l'invité, merci aux spectateurs. Et comme on dit ici, merci Cognac Jet, à vous les studios, à très vite.